Le rire de l'homme lui frappa le visage comme une gifle. Ce n'était pas un petit rire étouffé, ni un ricanement poli derrière une main. C'était un rire sonore, délibéré, calculé. Le genre de rire qu'un homme décoche à quelqu'un lorsqu'il veut que toute la salle entende exactement ce qu'il pense de lui. 31 $. Wesley Vance se tourna vers la foule massée dans la grange des enchères de Pine Valley, brandissant le carton d'enchères de Clara comme s'il s'agissait d'un déchet ramassé par terre. Cette petite fille vient de dépenser ses derniers 31 $ pour ça. Il pointa du doigt l'enclos situé dans le coin. 34 porcelets, squelettiques, tremblants. 3 d'entre eux ne pouvaient même plus tenir sur leurs pattes. Les rires se propagèrent dans la grange comme un feu de brousse dans des herbes sèches. Clara Sutton se tenait au milieu de tout cela, 26 ans, des bottes usées jusqu'à la semelle au talon gauche, 62 $ en poche avant même d'avoir levé cette carte. Et maintenant, tout le comté se moquait d'elle. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne pleura pas. Mais sa mâchoire se contracta d'une manière que personne dans cette grange ne prit la peine de remarquer. Ils auraient dû. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, abonnez-vous sans plus attendre, car l'histoire que vous allez entendre fait partie de celle qu'on n'enseigne pas à l'école. Laissez un commentaire pour me dire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Et si quelque chose résonne en vous, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Revenons à Clara Sutton. Et ce qui s'est produit ensuite, personne dans la vallée de Green Creek ne l'avait vu venir. Le matin où tout a commencé, Clara S. s'est réveillée avant le lever du soleil. Rien que de très normal. Elle se réveillait avant l'aube depuis qu'elle avait 9 ans, l'époque où son père lui avait mis un seau entre les mains pour la première fois, en lui expliquant que la ferme se moquait bien de l'heure à laquelle elle avait envie de se lever. La ferme suivait son propre rythme, et pour survivre ici, il fallait s'y plomber ou tout perdre. Elle s'y était pliée pendant 17 ans, même après l'attaque cérébrale de son père, même après les 2 récoltes ratées, même après cette lettre de la banque qu'elle redoutait tant, celle au papier à en-tête bleu pâle, qui employait des termes comme solde impayé et dernier avis avec une politesse si exquise qu'elle masquait à peine la menace de tout lui saisir. Elle plia cette lettre et la rangea dans le tiroir de la cuisine avec les autres. Puis elle sortit nourrir les 3 poules qui lui restaient. Le matin des enchères de Pine Valley, Clara mangea un demi-morceau de pain avec du beurre et but du café noir, car le sucre était épuisé depuis 4 jours et elle n'en avait pas racheté. Elle enfila la vieille veste en toile de son père, celle qui sentait encore un peu sa présence lorsqu'elle enfouissait son visage dans le col, même si elle avait cessé de se l'avouer. Elle marcha les 2 miles qui la séparaient de son pick-up garé à la lisière de sa terre, la laisse étant creusée d'ornières si profondes après les pluies de printemps qu'elle ne pouvait plus monter le véhicule jusqu'à la maison sans risquer d'y laisser un essieu. Le pick-up démarra au 3e essai. Elle y vit un bon présage. Les enchères de Pine Valley se tenaient tous les 3 samedis et attiraient des fermiers de 3 comtés, surtout du bétail. Quelques chèvres. L'occasionnelle bête de trait achetée par un nouveau venu optimiste qui croyait lancer une exploitation patrimoniale avant de découvrir que cela exigeait de l'argent, du matériel, des parcs d'engraissement. Et toujours, dans l'enclos du fond le plus éloigné de l'entrée et le plus proche de cette odeur de fumier qui ne quittait jamais vraiment les lieux malgré la sciure qu'on y déversait. Les rebuts. C était le nom non officiel. Personne ne le prononçait à haute voix, mais tout le monde savait ce que cela signifiait. Les bêtes dont personne ne voulait. Les avortons. Les malades. Ceux qui avaient déjà coûté à leurs précédents propriétaires plus qu'ils ne valaient et dont on s'était débarrassé. La plupart des jours de vente, l'enclos des rebuts ne suscitait guère, plus qu'un regard distrait. Clara elle-même n'y avait jamais prêté grande attention. Mais ce matin-là, quelque chose la poussa à marcher vers ce coin avant le début des enchères. Elle ne sut jamais vraiment pourquoi. Elle s'était dit que c'était juste une habitude, cette façon qu'elle avait de faire le tour de la grange avant de s'asseoir, ce que son père lui avait appris, regarder partout même si on n'a pas l'intention d'acheter, parce qu'on repère parfois des choses qui modifient ce dont on a besoin. Ce qu'elle vit l'arrêta net. 34 porcelets entassés dans un espace qui en aurait à peine toléré 20 dans de bonnes conditions. La plupart étaient serrés au centre comme pour partager le peu de chaleur qu'il leur restait. Leurs côtes sautaient sous la peau. Leurs yeux étaient éteints. 3 d'entre eux gisaient à plat d'une façon qui fit chuter l'estomac de Clara. Car être à plat, ce n'était pas dormir. Être à plat, c'était abandonner.
Un homme en veste Carhartt verte s'accouda à la barrière à côté d'elle, sans regarder les porcelets, attendant simplement de passer à l'enclos suivant. « Qu'est-ce qui cloche avec eux » demanda Clara. Il tourna les yeux vers elle. Il devait avoir 60 ans, le visage buriné comme seules des décennies de labeur en plein air peuvent le façonner. Il avait l'air de quelqu'un que plus grand-chose ne surprenait aux enchères depuis longtemps. « L'ancien propriétaire a fait faillite, dit-il. Nourris uniquement de restes pendant 3 mois. La maison d'enchères les a récupérés, mais ils ne partiront pas aujourd'hui. Personne ne veut d'un chantier pareil. Quel âge ils ont? 8, 9 semaines, peut-être 10 pour les plus costauds. Il se redressa en ajustant sa veste. Ne perdez pas votre matinée avec cet enclos, mademoiselle. Ces bestioles demandent plus de temps et d'argent qu'elles ne valent. Il s'éloigna. Clara resta. Elle demeura plantée devant cette barrière bien plus longtemps que de raison, plus longtemps qu'elle n'aurait su l'expliquer si quelqu'un le lui avait demandé. Elle fixa le plus petit, un avorton logé dans l'angle le plus éloigné, les yeux mi-clos, les côtes battant de petites respirations saccadées, et elle pensa à son champ, ce champ de citrouilles de 2 acres que tout le monde dans la vallée de Green Creek donnait déjà pour mort. 2 récoltes ratées, de la terre craquelée, un sol épuisé qui n'avait plus rien produit de vendable depuis 3 ans. L'agent de vulgarisation agricole, venu l'inspecter le printemps précédent, avait employé des termes comme appauvri, structurellement compromis et, très honnêtement, mademoiselle Sutton, vous feriez peut-être bien d'envisager une autre utilisation pour cette terre. Il avait été poli, ils étaient toujours polis. Ce qu'il voulait dire, c'était abandonné. Son père n'avait jamais abandonné ce champ. Il l'avait planté chaque année pendant 22 ans et pendant 19 de ces années, il avait donné. Puis la sécheresse était arrivée. Puis l'inondation. Puis la sécheresse à nouveau. Et l'équilibre qui avait tenu ce sol pendant des décennies était rompu d'une manière que personne ne semblait capable de réparer sans des machines ou des traitements chimiques, coûtant plus cher que ce que le champ ne rapporterait jamais. Mais Clara pensait à quelque chose qu'elle avait lu dans un vieux almanach agricole, découvert dans une caisse sous l'établi de son père. L'almanach datait de 40 ans, la reliure se décomposait. Imprimé dans ce texte serré, que les gens utilisaient avant de se soucier de savoir si les lecteurs en auraient la patience. Et enfoui dans une section sur la régénération naturelle des sols, entre un article sur les cultures de couverture et un autre sur le compostage qu'elle avait relu 3 fois, se trouvait un paragraphe sur le travail du sol par les animaux. Sur ce que les cochons faisaient naturellement à la terre, sans aucune instruction. La façon dont ils fouissaient, la manière dont leurs onglons brisaient la terre compactée, la façon dont leur déjection, avec le temps et de bonnes conditions, ne ruinait pas la terre comme on le supposait, mais commençait, dans les bonnes circonstances, à la nourrir. Elle n'avait parlé de cet almanach à personne. Elle savait ce qu'ils auraient répondu. Elle avait passé assez de temps à s'entendre dire ce qui était réaliste pour reconnaître cette conversation avant même qu'elle ne commence. Elle resta immobile devant l'enclos des rebuts, refaisant un calcul déjà mené 10 fois. Le champ faisait 2 acres. Pour 31 $, les 34 porcelets, elle avait surpris le responsable des enchères marmonner l'offre de départ à son assistant, avec un mépris certain quant au fait que quiconque daigne s'y intéresser. À 31 $, elle pouvait clôturer le champ elle-même avec des matériaux qu'elle possédait déjà dans la grange. Elle avait assez de nourriture pour quelques semaines si elle rationnait. Les porcelets étaient assez petits pour que leurs besoins augmentent lentement, et si elle parvenait à les nourrir pour de bon, pas juste de quoi survivre à peine, ils fareraient le travail. Si elle avait raison, si la Gazette avait raison, si le champ n'était pas aussi mort qu'on le prétendait, cela faisait 3 scies de taille. Elle avait 62 $ dans son portefeuille. Il lui en fallait 20 pour le carburant et les courses de base, pour tenir les 2 semaines à venir. Elle pensa à la lettre de la banque dans le tiroir de la cuisine. Elle pensa à la voix de son père, à la tonalité qu'elle avait eue la seule fois où elle l'avait vu réellement effrayé, lorsque la sécheresse avait frappé pour la première fois et qu'il s'était tenu dans la cuisine, les mains sur la table, en disant « Clara, je ne sais pas ce que je vais faire ». Elle avait 16 ans. Elle n'avait su quoi répondre. Personne ne l'avait préparée à voir son père ignorer quoi faire, parce que son père avait toujours su, et découvrir que ce n'était pas toujours le cas vous changeait la façon de comprendre le monde. Elle leva sa carte d'enchère. Le commissaire-priseur faillit la rater. Il passait déjà à l'enclos suivant, sa voix retombant dans cette cadence ennuyée de quelqu'un qui n'attend rien d'ici, avant que ses yeux balayant le coin ne s'arrêtent brusquement.
Une offre, dit-il, avec une pointe de surprise qu'il dissimula mal. 31 $, j'entends 32. Silence. C'est à ce moment-là que Wesley Vance éclata de rire. Clara en connaissait depuis toujours sans jamais l'avoir apprécié, un sentiment qu'elle soupçonnait partagé par bien des habitants de la vallée de Green Creek qui n'osaient pas l'avouer publiquement. Wesley possédait 400 acres sur le versant nord, hérités de son père qui les tenait du sien, et il affichait cette assurance tranquille de l'homme qui n'avait jamais eu à se demander si la terre allait subvenir à ses besoins, puisque la terre l'avait toujours fait, sans qu'il n'ait grand-chose à faire pour le mériter. Il n'était pas cruel, pas exactement. Il était quelque chose d'un peu différent et, par certains côtés, pire. Il était un homme qui n'avait jamais eu à réfléchir à ce que ressentait la cruauté du côté de celui qui l'a subi, et qui par conséquent ne l'avait jamais fait. Il se tourna vers les hommes assemblés près de lui. 4 ou 5 riches fermiers venus pour acheter et non pour hésiter 20 minutes sur une enchère, et brandit la carte de Clara au-dessus de sa tête. 31 $, annonça-t-il d'une voix forte jouant pour la galerie. Cette petite fille vient de dépenser ses derniers 31 $ pour ça. Il montra l'enclos du doigt. Les rires fusèrent de plusieurs côtés à la fois. Tout n'était pas malveillant. Une partie relevait du réflexe de ceux qui suivent le mouvement de la voix la plus forte dans la pièce sans réfléchir. Mais une part suffisante était mal intentionnée. Une part suffisante pesait lourd. Une femme âgée, assise 2 rangs plus loin, secoua la tête dans un geste qui ressemblait fort à de la pitié. Le propriétaire du magasin d'alimentation, Arthur Callahan, un homme que Clara respectait plus que presque quiconque dans le comté, ne rit pas, mais il la regarda avec une expression encore plus difficile à supporter que les moqueries. C'était le regard de quelqu'un qui est sincèrement désolé pour ce qui va, selon lui, s'abattre sur elle. « Mademoiselle Sutton, dit-il avec prudence, ces bêtes sont en piteux état. Vous avez bien réfléchi. Oui, dit-elle. Il eut l'air de vouloir en dire plus. Elle le vit peser chaque mot, mesurer la distance entre l'inquiétude sincère et la condescendance, essayant de tomber du bon côté. Votre champ est déjà dans un sale état, lâcha-t-il enfin, y balancer des bêtes affaiblies. Merci Arthur. Quelque chose dans sa voix le stoppa. Elle paya 31 $ au guichet. La femme derrière le comptoir lui tendit le reçu avec la neutralité polie de quelqu'un qui avait vu bon nombre de décisions se prendre ici sans éprouver le besoin de les commenter. Clara plia le papier et le glissa dans sa poche. Elle marcha jusqu'à l'enclos du coin et regarda les 34 porcelets qui lui appartenaient désormais. « Très bien, dit-elle doucement, pour personne en particulier, ou peut-être pour tous. Allons-y. » Les charger ne fut pas une partie de plaisir. Il lui fallut 40 minutes, une rampe de chargement empruntée et l'aide d'un employé qui prêta main forte pour la partie mécanique, tout en montrant par son silence qu'il ne s'attendait pas à la revoir de sitôt. 3 porcelets durent être portés à bras d'homme. Il n'avait plus la force de grimper la rampe tout seul. Elle en prit 2. L'employé se chargea du 3e avec l'efficacité routinière de quelqu'un habitué à transporter des bêtes vouées à ne pas survivre. Elle s'interdit de penser à ce que cela signifiait. Le trajet du retour se fit en silence. Elle les entendait bouger dans la benne, les petits bruits de 34 animaux ignorant où ils allaient, gardant les 2 mains sur le volant, les yeux fixés sur la route, s'interdisant de repenser au rire de Wesley Vance, au regard de Arthur Callahan ou aux 3 bêtes étendues sur le flanc. Elle pensa à la Gazette, au paragraphe qu'elle avait lu tant de fois qu'elle pouvait le réciter. Les porcs, dans leur déplacement naturel à travers les terres incultes, accomplissent un travail du sol que aucun procédé mécanique ne peut reproduire à l'identique. Leur fouissage brise le compactage à des profondeurs inatteignables par les traitements de surface. Leur déjection, convenablement répartie sur un espace adéquat, ne submerge pas la terre mais la nourrissent progressivement, de façon inégale, selon la manière des systèmes vivants, c'est-à-dire imparfaitement, lentement, sans le calendrier net que la planification humaine préfère, imparfaitement et lentement. Elle pouvait s'accommoder de cela. Elle gara le pick-up aussi loin que l'allée défoncée le permettait et resta un moment le moteur au ralenti. De là, elle apercevait le champ, ou ce qu'il en restait. 2 acres de terre pâle et craquelée, les restes de la culture rataient l'an passé encore visibles dans ces écheveaux de vignes mortes, qu'elle n'avait plus eu l'énergie de nettoyer entièrement. On aurait dit la surface de quelque chose qui avait renoncé à lui-même. Elle descendit du véhicule. Elle marcha jusqu'à la lisière, s'accroupit et pressa sa paume à plat contre le sol, exactement comme le faisait son père. Ce geste dont elle avait hérité sans savoir ce qu'elle cherchait vraiment à vérifier. Le sol était dur, refermé.
Il résistait à sa main comme une surface qui avait oublié comment laisser entrer quoi que ce soit. Derrière elle, dans la benne, l'un des porcelets poussa un cri. Petit, interrogateur. Le genre de son émis par une bête qui ne comprend pas où elle se trouve, mais qui, malgré tout, reste assez vivante pour poser la question. Elle se releva. Pas encore, murmura-t-elle au chant, ou à elle-même, ou à un mélange des deux. Mais va falloir tenir un peu plus longtemps. Elle alla chercher le fil de fer de clôture dans la grange. Les voisins la virent travailler ce premier après-midi. Impossible d'y échapper. La limite de propriété, elle, longeait la ferme des Garrettes, et quiconque conduisait le tracteur ce jour-là avait une vue imprenable sur ses agissements. Elle ne leva pas les yeux. Elle planta des piquets, tendit le fil de fer, et peina sous la lumière de l'après-midi avec la concentration méthodique de quelqu'un qui n'a pas le luxe du doute. Il lui fallut 3 jours pour ériger la clôture. 3 jours de labeur physique qui laissèrent ses mains ensanglantées à 2 endroits, et ses lombaires dans un état qu'elle préférait ne pas qualifier. Et au terme du 3e jour, elle disposait autour des 2 acres d'une enceinte rudimentaire qui ne gagnerait certes aucun prix d'esthétique, mais qui, elle en était convaincue, tiendrait. Elle avait continué à nourrir les porcelets entre-temps, en petites quantités fréquentes, de la même façon qu'on ramène un animal affamé à la vie. Pas tout d'un coup, pas par cette impulsion instinctive qui consiste à donner tout ce qu'on possède, car cela les aurait tués plus vite que la privation. Elle mélangeait la nourriture avec de l'eau pour l'étirer et faciliter la digestion. Elle venait les voir 4 fois par jour. Les 3 bêtes retrouvées et tendues le premier jour étaient toujours en vie, ce qui dépassait déjà ses espérances. Le matin où elle ouvrit la grille pour les lâcher dans le champ, elle resta sur le seuil à retenir son souffle. Ils ne se précipitèrent pas. Ils étaient encore trop faibles pour cela. Ils se mirent en mouvement avec cette circonspection, cette méfiance propre aux animaux, ayant appris que les bonnes choses ne durent pas. 1, puis 3, puis une douzaine s'éparpillant lentement sur la terre pâle et craquelée. Le premier à fouisser fut un individu de taille moyenne avec une tache grise derrière l'oreille gauche. Il enfouit son museau dans le sol de cette manière hésitante et exploratoire, propre à quelqu'un qui obéit à un instinct jamais exercé jusqu'alors. Puis il poussa plus fort. Puis tout son corps bascula en avant. La terre sèche se rompit. Pas spectaculairement, pas comme dans les films. Elle céda de cette petite façon bien réelle dont se fend le sol lorsqu'une force suffisante finit par s'y exercer. Une fissure, une poignée de terre sombre soudain remontait sous la surface pâle. Une odeur que Clara n'avait plus sentie sur ce champ depuis 3 ans. Le parfum d'une terre qui cachait encore quelque chose de vivant. Elle inspira. Elle ne dit rien. Elle se contenta de rester plantée près de la barrière sous la lumière de fin de matinée. Puis, ses jambes refusant de la porter plus longtemps, elle s'assit à même le sol, le dos appuyé contre un piquet. Les porcelets travaillaient. Ils ignoraient tout de la restauration de sa terre. Ils ne savaient rien de ses lettres de banque, du rire de Wesley Vance, des conseils avisés de l'agent agricole ou du regard de Arthur Callahan. Ils suivaient simplement leur nature, accomplissant ce qu'ils avaient toujours fait, ce pourquoi ils étaient bâtis. Assise là dans la pénombre, le dos contre le bois et les mains griffées par 3 jours de fil de fer, elle se dit que C était peut-être suffisant, qu'elle avait peut-être cherché à forcer le champ à faire ce qu'elle voulait, au lieu de lui offrir ce dont il avait besoin. Que peut-être ceux qui la regardaient avec commisération n'avaient jamais vraiment regardé la terre. Elle ignorait encore si elle avait raison. Elle n'en avait aucune preuve. Elle disposait d'un almanach vieux de 40 ans, de 34 porcelets à demi affamés et d'un champ que tout le monde s'accordait à dire mort. Elle avait survécu à des paris moins probables par le passé, mais elle se remémora la voix de son père, non pas la version effrayée de cette nuit-là dans la cuisine, mais l'autre, la quotidienne, celle qu'il utilisait lorsqu'il s'accroupissait près d'elle dans les champs quand elle était petite, creusant ses 2 mains pour y rassembler une poignée de terre en lui disant « Clara, tu veux savoir la chose la plus importante à propos de cette terre ?» Et elle répondait « Quoi ?» Et il laissait la terre s'écouler lentement entre ses doigts en répétant « Elle n'abandonne jamais à moins que tu ne le fasses en premier. » Elle resta assise près de la clôture jusqu'à ce que la lumière change. Puis elle se leva et retourna à la grange préparer la ration suivante. Elle s'interdisant de regarder vers la route pour voir si quelqu'un l'observait. Pourtant, quelqu'un regardait. 3 propriétés plus loin, Wesley Vance se tenait le long de sa clôture, les bras croisés et la mâchoire serrée, observant cette femme dont il s'était moqué le matin même alors qu'elle disparaissait dans la grange. Cette fois, il ne riait pas. Il ignorait pourquoi.
Quelque chose dans la façon dont elle s'était assise dans la boue près de cette barrière, sans esprit de défaite, sans larmes, à l'opposé de tout ce qu'il avait escompté, avait planté un petit grain de doute inconfortable au fond de son esprit qu'il ne parvenait pas à chasser. Il resta immobile 1 minute de plus. Puis il rentra chez lui en se répétant que cela n'avait aucune importance. Et il continua de se le répéter pendant longtemps. La première semaine fut la pire. Non pas qu'il se produisit quelque chose de catastrophique. Non pas que les porcelets périrent par dizaines, que la clôture s'effondra, ou qu'un voisin vint déverser une vacherie qu'elle aurait dû encaisser en silence. Non, la première semaine fut la pire parce qu'il ne se passa absolument rien. Et lorsque vous avez mis tout ce qu'il vous reste sur une seule idée, l'absence totale d'événements ressemble à s'y méprendre à un échec. Clara tenait un carnet. Elle l'avait ouvert le soir suivant les enchères, assise à la table de la cuisine sous la lumière jaune d'une lampe branlante, face à un bloc-notes à spirale trouvé dans un tiroir. Le genre de carnet que son père utilisait pour ses registres. Elle y notait la date, le nombre de porcelets, leur poids estimé à vue de nez, puisqu'elle n'avait pas de balance adéquate, leur état général. Elle consignait ceux qui mangeaient et ceux qui refusaient. Elle notait les 3 bêtes qui passaient plus de temps couchées que debout. Elle faisait cela chaque matin et chaque soir, ce qui lui donnait des données, et posséder des données signifiait avoir autre chose à contempler que sa propre peur. Le plus petit. L'avorton du fond de l'enclos dont elle pouvait compter les côtes à travers la peau, elle avait commencé à l'appeler Bessie dans sa tête, même si elle refusait de prononcer le nom à haute voix. Donner des noms était une erreur qu'on lui avait apprise à ne pas commettre. Son père l'avait formulé clairement lorsqu'elle avait 10 ans et avait nommé un veau qu'elle avait ensuite vu partir au marché. Tu peux t'y attacher, Clara. Ne leur donne simplement pas de nom. Une fois qu'un nom est prononcé, tu commences à décider avec ton cœur au lieu de ta tête. Et cette terre n'a aucune patience pour cela. Depuis, elle n'avait plus baptisé aucun animal. Mais elle pensait à l'avorton comme à Bessie de toute façon, en privé, de cette manière dont les règles que l'on s'impose finissent par plier, là où l'on est le plus vulnérable. Dès le 4e jour, Bessie se mit à manger. Lentement, avec méfiance, à la manière d'une bête ayant appris que la nourriture pouvait s'arrêter d'un instant à l'autre, interdisant tout enthousiasme prématuré. Mais elle mangeait. Clara le consigna par écrit sans s'autoriser à ressentir trop de joie. Le chant, quant à lui, semblait figé. C était la partie sur laquelle elle n'était pas tout à fait préparée le temps. Elle savait que cela prendrait du temps. La Gazette avait été claire à ce sujet, employant le mot progressivement et l'expression sans le calendrier net que la planification humaine préfère, ce qu'elle avait cru comprendre en lisant. Elle découvrait que comprendre quelque chose en théorie et se tenir face à un terrain craquelé qui résistait au changement jour après jour constituaient 2 expériences radicalement différentes. Le 5e jour, Arthur Callahan passa la voir. Elle entendit son pick-up avant de le voir. Le bruit si particulier d'un moteur de Ford plus récent d'une bonne 50aine de mois que le sien et incomparablement mieux entretenu. Elle était près de la barrière quand il s'arrêta et elle y resta, attendant qu'il vienne à elle ce qu'il fit, traversant la terre aride les mains dans les poches, affichant la mine de quelqu'un qui avait préparé son discours en espérant qu'il sonnerait juste. « Clara », fit-il. « Arthur ». Il s'immobilisa à côté d'elle pour contempler le champ. Les porcelets évoluaient dans le tiers le plus éloigné de l'enclos, dispersés désormais d'une manière qui leur avait pris 4 jours à accomplir. Au début, ils s'étaient terrés dans un coin, trop faible et trop incertain pour occuper l'espace qu'on leur offrait. À présent, les plus vigoureux s'aventuraient plus loin. Ils ont meilleure mine, lâcha-t-il après un moment. On aurait dit que cela le surprenait un peu. Il mange. Il opina du chef. Il les observa un moment. Elle sentait qu'il préparait le terrain, ce genre de sentiment qu'on éprouve toujours lorsqu'une personne s'est déplacée exprès pour vous dire quelque chose. « Je n'essayais pas de vous humilier », finit-il par dire. « Aux enchères, ce que j'ai dit, je sais. Je voulais juste… » Il s'arrêta, reprit. « Je gère des terres dans ce comté depuis 30 ans, Clara. J'ai vu des gens prendre des décisions sous pression qui leur ont coûté tout ce qu'ils avaient. Je ne voulais pas assister à ça pour vous. » Elle le regardait. C'était un homme décent, elle l'avait toujours pensé. C'était toute la complexité de la situation. C'est tellement plus simple quand ceux qui doutent de vous sont des gens que vous ne respectez pas. Ça aussi, je le sais, répondit-elle. Mais vous y êtes allé quand même. Oui, il resta silencieux un instant. Votre père était exactement pareil. Et quelque chose dans sa voix changea alors qu'il prononçait ces mots. Pas de la sensiblerie, non,
mais une honnêteté brute que les gens âgés ont parfois lorsqu'ils parlent de quelqu'un qui n'est plus là, un entêtement qui vous donne envie de les contredire, et qui parfois s'avère juste au point de vous faire passer pour un idiot d'avoir essayé. Clara ne dit mot. Elle n'était pas sûre de maîtriser sa voix au sujet de son père en cet instant précis. Le champ reste dans un fichu état, reprit Arthur. Oui. La terre est compactée bien au-delà des 8 premiers pouces d'après ce que j'ai pu voir au printemps dernier. Même si ces bêtes cassent la croûte en surface, vous avez des problèmes bien plus profonds là-dessous. Je connais les problèmes, Arthur. Il se tut. Je connais chaque problème de ce champ, répliqua-t-elle, sans agressivité, avec une précision chirurgicale. Elle l'observait depuis 3 ans. Elle connaissait la vie de l'agent de vulgarisation agricole. Elle savait à quoi cela ressemblait de l'extérieur. Elle marqua une pause avant d'ajouter qu'elle savait aussi qu'il y avait dans cette terre des graines qui avaient survécu à 2 mauvaises saisons, et que la terre ne mourait pas vraiment. Elle entrait en dormance, ce qui était tout à fait différent. Arthur la fixa longuement, incapable de déchiffrer son expression. Partagée entre le scepticisme et autre chose, une indécision persistante. « Où avez-vous lu ça ?» demanda-t-il. « Dans l'almanach de mon père. »« Lequel ?»« L'édition de 1981 de Sinclair. » Il cligna des yeux en avouant qu'il n'avait pas entendu parler d'un almanach de Sinclair depuis 20 ans. Son père en gardait une boîte sous son établi et elle l'avait trouvée après sa mort. Arthur resta silencieux un moment, reportant son regard sur les 34 porcelets qui avançaient lentement et irrégulièrement sur la terre craquelée du champ. L'un des plus gros avait déniché quelque chose d'intéressant près de l'angle nord-est et fouillait le sol avec une intensité presque comique au vu de son état pitoyable 10 jours plus tôt au fond de l'enclos de vente. Sinclair écrivait des choses sensées, reprit enfin Arthur, des idées peu conventionnelles que les gens ne prenaient pas toujours au sérieux. Non, en effet, admit Clara. Il comprit l'allusion, retira ses mains de ses poches pour contempler ses bottes une seconde avant de la regarder à nouveau. Écoutez, si vous survivez aux 3 prochaines semaines sans perdre plus de 10% de ce cheptel, je vous apporte un chargement de mon propre compost fortifiant, entièrement gratuit. Il avait prononcé ces mots rapidement, de la façon dont on dit ce que l'on a décidé d'affirmer avant de se laisser dissuader. Cela pourrait aider la chimie du sol si ces bêtes font ce que vous imaginez. Elle le regarda fixement. Ce n'est pas de la charité, précisa-t-il avec fermeté, comme s'il avait deviné son objection, c'est juste une assurance contre l'éventualité que j'ai tort, ce qui ne veut pas dire que j'ai tort, mais que vous pourriez avoir raison. Il est possible que j'ai raison, concéda-t-elle, avec une probabilité de 40% peut-être. Le coin de sa bouche esquissa un mouvement qui ressemblait vaguement à un sourire. 40%, c'est bien plus que ce que vous m'accordiez à la vente. À la vente, je vous en donnais à peine 8%, répliqua-t-il avec une franchise presque rafraîchissante. Mais maintenant, je les ai vus manger. Il repartit 10 minutes plus tard, et Clara resta longtemps postée devant la clôture après la disparition de sa camionnette sur la route. Elle ressentit alors une émotion qu'elle avait du mal à nommer, pas de l'espoir, car ce sentiment lui semblait à la fois trop fragile et trop lourd, et elle avait appris à s'en méfier, mais plutôt une constatation pratique et modeste, selon laquelle sa situation n'était pas tout à fait désespérée. Elle alla préparer la pitance du soir pour les porcelets. La 2e semaine apporta son lot de difficultés nouvelles. L'un des 3 sujets qui gisaient inertes le jour de la vente mourut un mardi matin, retrouvé sans vie dans un coin de l'enclos où il semblait s'être éteint durant la nuit. Simplement parti, comme s'effacent parfois les êtres trop affaiblis depuis trop longtemps. Elle savait que c'était une possibilité depuis qu'elle l'avait hissé elle-même sur la rampe du camion, sentant ce poids léger et terrible d'un animal n'ayant plus aucune ressource. Elle l'enterra rapidement au bord de la propriété, là où le sol était plus meuble près du drainage, en s'interdisant de s'arrêter plus de 2 minutes d'affilée. La note de ce matin-là fut brève dans son carnet. Perdu 1, il en reste 33. Les 2 autres vont mieux. Elle referma le carnet et reprit sa besogne. Ce qu'elle n'avait pas confié à Arthur Callahan, ce qu'elle n'avait dit à personne, c'est que la veille de la vente, elle avait veillé une partie de la nuit à faire des calculs effrayants, non pas au sujet des porcelets ou du champ, car pour cela elle se sentait assez armée, mais l'autre comptabilité, celle de la banque. Selon la tournure des prochains mois, il lui restait entre 4 et 6 mois avant que la patience de l'établissement ne s'épuise définitivement, au-delà de toute négociation ou sursis. Les dettes de son père, cumulées à 3 années de piètre récolte, formaient un chiffre monstrueux qu'elle pouvait contempler avec lucidité selon les heures.
Le matin, cela ressemblait à un problème soluble dont elle n'avait simplement pas encore trouvé la clé, tandis qu'à 2 heures du matin, cela figurait un mur infranchissable qu'elle finirait par percuter de plein fouet. Les citrouilles constituaient sa seule issue si le champ daignait renaître, si les semences germaient, si le calendrier tenait ses promesses, si l'été apportait suffisamment de pluie et si les porcelets se comportaient comme la gazelle l'avait prédit, sans qu'aucun des 100 drames potentiels ne survienne. Si le terrain produisait ne fût-ce que 70% de sa meilleure année, elle pourrait traverser l'hiver. Pourtant, elle avait acheté 33 porcelets survivants avec ses derniers $31, portés par la foi dans un vieux journal d'autrefois et par son propre entêtement, et la voilà maintenant sur une terre aride au petit matin, implorant le sol de se souvenir de la vie. Son père aurait appelé cela de la foi. Elle préférait y voir sa seule option. Un basculement s'opéra lors de la 3e semaine qu'elle faillit rater. En longeant la clôture un jeudi matin pour inspecter les piquets affaissés, elle baissa les yeux vers l'intérieur de l'enclos. Précisément dans l'angle nord-est, où les gros sujets s'étaient le plus acharnés à creuser, et elle s'arrêta net. La terre avait changé. Pas de manière spectaculaire, pas au point de figurer sur une photo ou d'attirer l'œil d'un profane, mais après 3 ans à scruter cette poussière, elle la reconnaissait. La couleur paraissait légèrement plus sombre sur une bande de 4 pieds le long du grillage. La surface cédait un peu sous le poids de sa botte, au lieu de lui offrir la résistance habituelle, et la texture présentait un foisonnement meuble sur les 2 premiers pouces qu'on n'y trouvait point 7 jours plus tôt. S'accroupissant, elle enfonça ses doigts dans la terre. Ce n'était pas encore du terreau fertile, mais la motte se brisa entre ses mains au lieu de rester compacte, et 2 vers de terre grouillèrent dans sa paume. 2 vers de terre. Elle les fixa plus longtemps que de raison, sachant bien que ces créatures fuient la terre morte comme les habitants, désertent les zones sinistrées. Leur présence dans cet angle signifiait que cette portion du champ n'était plus tout à fait morte. Ce n'était certes pas encore une récolte ni une citrouille, mais c'était la promesse infime d'une terre redevenue vivante. Elle replaça délicatement la terre, un geste presque irrationnel, puis se releva en s'essuyant les mains, se gardant bien d'inscrire cette découverte dans son carnet, par peur de matérialiser un espoir fragile qu'elle n'aurait pas supporté de voir démenti. Elle n'en parla à personne, mais se mit à inspecter le sol chaque matin le long du périmètre, notant mentalement ses observations. Vers la fin de la 3e semaine, les vers avaient colonisé le quart oriental du terrain. Les bruits de couloir dans la vallée de Green Creek suivaient leur cours habituel à travers le magasin de provende, la station-service, le parvis de l'église et la table du fond au café, où les fermiers devisaient chaque mardi matin depuis des décennies. Ce flux d'informations convergeait inévitablement vers Clara Sutton. Les avis s'accordaient à reconnaître chez elle une opiniatrice remarquable, mais tempérée par la pitié que suscitait une jeune femme isolée sur des terres exsangues, menant une barque financière compromise par un achat absurde. Le fait que les bêtes tinrent le coup 3 semaines constituait un point positif, mais la perte de l'une d'elles rappelait les doutes initiaux. Wesley Vance, fidèle à son habitude de prophète de malheur, assénait ses certitudes à qui voulait l'entendre au café du mardi matin. Elle va perdre ses terres, annonçait-il avec l'assurance de ceux qu'on ne contredit jamais, et j'ai de la peine pour elle, car son père était un brave homme, et elle ne ménage pas sa peine. Mais le travail ne fait pas tout, et personne n'a rien tiré de ce champ depuis 3 ans. La banque mettra la main dessus avant l'hiver, c'est dommage, mais nul n'est surpris. Les hommes acquiesçaient pour la plupart, jusqu'à ce qu'Orville, un jeune fermier installé depuis 4 ans, lâche timidement qu'il avait entendu dire qu'Arthur Callahan lui apporterait du compost. Le silence se fit autour de la table. Wesley Vance reposa sa tasse avec un sourire entendu, qualifiant Callahan de homme généreux bien que sexagénaire et solitaire, se gardant bien de pousser plus loin la spéculation. Orville baissa les yeux sur son assiette sans un mot de plus. 2 tables plus loin, Martha Hawkins, qui exploitait la crête sud depuis 31 ans et possédait le talent rare de passer inaperçue parmi ces hommes pétris de certitude, écoutait chaque parole en savourant ses œufs. Elle avait connu la mère de Clara, avait vu grandir la jeune fille et observait la lente déchéance des terres avec ses propres convictions, qu'elle gardait pour elle, sachant combien il était vain de débattre des choix d'une femme dans cette contrée. Pourtant, pour avoir croisé le champ des Sutton par 2 fois la semaine précédente, elle avait deviné dans la teinte de la terre et l'aspect du coin nord-est un démenti flagrant aux augures de Wesley Vance.
Elle se contenta de finir son repas, de laisser un beau pourboire et de rentrer chez elle, l'esprit hanté par ses observations. Le matin où Arthur Callahan livra le camion de compost aux émanations puissantes et vivantes qui flottaient lourdement dans l'air, il ne fit aucune manie. Il recula jusqu'au portail. Leïda allait tendre là où les porcs n'avaient point encore labouré le sol, et garda le silence, ce dont elle lui fut reconnaissante. S'accroupissant à son tour, il posa sa paume à plat sur la terre du coin nord-est et s'immobilisa. « Depuis combien de temps cela a-t-il changé ?» demanda-t-il. « Environ 10 jours. » Il resta silencieux, enfonçant davantage ses doigts pour extraire une poignée de terre qu'il examina avec l'attention d'un praticien cherchant à comprendre plutôt qu'à juger. « Il y a des vers ici, constata-t-il. Je sais. » Il releva les yeux vers elle, cherchant à déchiffrer son quant à soi. « Vous ne m'avez rien dit. »« Non. »« Pourquoi ?»« Parce que je ne voulais pas que vous vous enthousiasmiez pour rien. C'est plus facile de gérer sa propre déception quand on est seul à la porter. » Il médita ces paroles un instant avant d'opiner du chef. « Ton père m'avait dit à peu près la même chose l'année où la crue avait emporté son champ inférieur. Il savait depuis 2 jours que l'eau monterait avant d'en souffler mot, car une fois qu'on partage son problème, il appartient aussi aux autres, et il ignorait s'il était prêt à cela. »« Il ne m'a jamais raconté ça, murmura Clara. »« Il ne le faisait pas, répliqua Arthur en se redressant. Ceux qui traversent les pures épreuves ne s'épanchent guère. » Le travail fut achevé en 2 heures. Arthur refusa le café, ce qui l'arrangeait bien vu ses provisions, et repartit sans cérémonie. Elle le regarda s'éloigner, humant cette odeur riche de terre fertilisée, tandis que les 33 porcelets continuaient leur labeur avec l'énergie d'animaux métamorphosés. Celui au pelage gris, qu'elle continuait de ne nommer qu'en pensée, avait pris des épaules et bougeait avec une assurance stupéfiante au regard de ses débuts. Elle songea aux graines de citrouilles enfouies au plus profond, endormies mais pas mortes, attendant le signal pour renaître. Elle ignorait si les conditions seraient réunies, mais elle tenait sa preuve, celle de ces vers de terre et de ce vieux briscard de Callahan, s'étant accroupi pour taster la terre de ses propres mains. Le soir venu, assise devant son carnet à la lueur de la lampe, elle consigna enfin l'apparition des vers de terre avec 2 semaines de retard, notant les dates et les impressions tactiles de ce premier matin. Puis, elle écouta les bruits familiers de la maison dans la nuit, le tic-tac des canalisations, le grincement du plancher, le vent de la crête annonçant la pluie prochaine. Épuisée jusqu'aux os, croulant sous les factures d'électricité, ayant perdu un porcelet mais sachant les 33 autres florissants et cette terre du nord-est peuplée de vers, elle sut qu'elle n'avait ni gagné ni perdu, mais qu'elle poursuivait sa route selon la seule règle qui vaille, continuer, consigner et refuser que le gouffre entre son présent et ses besoins ne devienne son unique horizon. Elle ferula le carnet et alla se coucher. À 3 heures du matin, la pluie commença par quelques gouttes hésitantes avant de se muer en un déluge régulier et bienfaisant dont la vallée avait tant besoin. Elle écouta le tambourinement sur le toit, cessant de compter les tracas pour s'abandonner au son de l'eau. La pluie dura 2 jours, et lorsque le ciel se découvrit, le coin nord-est affichait une noirceur qu'on n'avait pas vue depuis la dernière belle année de son père. Les pousses sortirent un mercredi. Elle faillit piétiner la première, postée à l'aube sur le périmètre oriental de l'enclos, inspectant les grillages et le sol avec la vigilance de l'infortuné qui ne peut rien rater. La lumière grise de l'aube baignait les lieux et ce fatigue était devenue une compagne intime. Elle baissa les yeux au bon moment. C'était un germe minuscule, haut d'1 pouce ou à peine plus, perçant la terre entre 2 sillons creusés par les pores, vert pâle à la base et plus sombre à son sommet. Une pousse de citrouille indéniable, dont la forme lobée lui était aussi familière que sa propre écriture. Elle s'immobilisa avant de s'accroupir pour vérifier l'évidence, se méfiant du gouffre entre le désir et la réalité. C'était bien vivant. Elle balaya du regard les alentours et découvrit 3 autres spécimens dans un rayon de 6 pieds, tous sortis de cette terre autrefois stérile. Elle s'assit directement dans la poussière, ses jambes ayant agi d'elles-mêmes, le carnet à la main, médusée devant ces 4 pouces que tout Green Creek Valley condamnait. Elle ne pleura pas, tenant à cet instant de vérité. Elle respira lentement, se remémorant son père, arpentant le champ à l'aube avec son café refroidi en marmonnant des chiffres. Les pouces n'étaient point alignés selon un ordre géométrique, mais groupés là où l'activité des porcs avait été la plus intense, le reste du champ demeurant aride. Le travail ne faisait que commencer, mais ces 4 pouces suffisaient à contredire les Cassandres de la région. Elle les consigna sans fioriture dans son carnet, date, emplacement, taille, conditions, avant de se lever pour aller nourrir le cheptel. Les porcs ignoraient tout de leur exploit.
Le gros sujet gris fouillait activement le sud, dégageant des mottes de terre noire avec l'efficacité d'un animal trouvant son compte dans les forts. Bessie, car elle s'avouait enfin ce nom même en secret, mangeait paisiblement au centre de l'enclos, ses flancs n'affichant plus cette maigreur alarmante. Clara contempla le tableau avec une satisfaction discrète et têtue, loin du triomphe ou du soulagement, l'exacte récompense d'avoir fait le pari audacieux de la persévérance. Elle garda le secret 4 jours durant, comprenant depuis l'épisode des vers qu'annoncer une bonne nouvelle revenait à l'alourdir d'une promesse qu'elle n'était pas prête à tenir. Le 5e jour, elle en compta 23, et le 8e, 61, tandis que la colonisation progressait vers l'ouest sous l'action conjuguée des bêtes. Au 12e jour, le décompte devint impossible tant les pousses pullulaient, actant définitivement la réussite de son pari. Elle n'appela personne, n'ayant plus guère d'attache depuis la mort de ses parents et la dispersion de ses anciens amis. Mais le soir venu, face à ce champ verdoyant, elle songea à ce qu'aurait dit son père en découvrant l'angle nord-est en ce début de mois de juin. Il serait resté muet un long moment avant de s'accroupir pour palper la terre de ses mains calleuses et prononcer cette simple sentence. « Eh bien, mon Dieu, cela lui suffit. » Elle rentra préparer son dîner, veillant à ne pas se laisser submerger par l'émotion. Le problème surgit un mardi. Absorbée par ses cultures et son bétail, elle avait négligé de surveiller la route, ratant la camionnette de Wesley Vance qui avait ralenti à 2 reprises devant sa propriété dans la même après-midi. Elle ne le remarqua que la seconde fois, en revenant de la grange, apercevant le véhicule freiner juste assez pour épier l'enclos avant de reprendre sa course. Elle n'y prêta guère attention sur le moment, commettant là une erreur. Le samedi suivant, en se rendant à la provenderie de Callahan pour régler la seconde moitié de son chargement de compost, selon l'accord conclu avec Arthur, elle fouillait les catalogues de semences au fond de l'échoppe lorsqu'elle surprit des voix familières à l'avant, prononçant son nom d'une manière qui figea ses mouvements sur place. Je l'ai vu de mes propres yeux, assénait une voix masculine. Elle ne reconnut pas tout de suite de quoi il s'agissait. Vance m'a emmené par là-bas hier, je vous le dis. Il se passe quelque chose dans ce champ. Des citrouilles? Une autre voix plus âgée. Ça en a l'air? Je ne sais pas, cette terre est stérile depuis des années. Mais quoi qu'elle fasse avec ses cochons, ça a l'air de fonctionner. Wesley pense qu'elle a reçu de l'aide. Cette voix, elle l'a reconnue. Jebediah Galt, qui gérait le silo à grains et constituait une source fiable d'informations dans la vallée depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Il dit que quelqu'un l'informe. Peut-être la chambre d'agriculture, peut-être Callahan. Un silence. Arthur lui a apporté des suppléments, dit la voix inconnue. Bon, eh bien. La voix de Jebediah Galt prenait une texture particulière lorsqu'il préparait une révélation. C'est l'affaire d'Arthur. Mais le point de vue de Vance, c'est que si la jeune fille compte faire quelque chose de ce terrain, il préfère le savoir maintenant plutôt qu'en septembre, car cette parcelle est adjacente à ses 40 arpents nord, et il a les yeux dessus depuis 2 ans. Clara resta immobile au fond de la quincaillerie, sentant un froid glacial envahir sa poitrine. Elle savait d'une certaine manière que cette terre avait toujours des observateurs. Une terre dans une communauté agricole n'était jamais seulement de la terre, c'était du potentiel, et le potentiel attirait l'attention. Et dans la vallée de Green Creek, l'attention finissait toujours par passer par Wesley Vance, d'une manière ou d'une autre, parce que c'était ainsi que fonctionnait la vallée et qu'elle avait toujours fonctionné. Mais elle n'avait pas, jusqu'à cet instant, relié cette conscience à sa propre situation de la façon dont il le fallait désormais. Si Wesley Vance lorgnait sa parcelle, s'il croyait qu'elle allait échouer, et s'il avait des relations bancaires comme elle le soupçonnait, car Wesley Vance avait son nom sur un bâtiment à Pine Valley, et cela n'arrivait pas sans relations bancaires, alors sa fenêtre de 4 mois s'annonçait bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. Elle acheta son supplément, paya sa moitié, et rentra chez elle sans s'arrêter. Ce soir-là, elle fouilla dans le tiroir de la cuisine, sortit toutes les lettres de la banque, les étala sur la table et les relut toutes, attentivement, cherchant des tournures qu'elle avait pu négliger auparavant. Elle y trouva 2 éléments qu'elle aurait préféré ignorer. Le premier était une clause dans l'accord de modification que son père avait signé 18 mois avant son accident vasculaire cérébral, donnant à la banque le droit d'accélérer le calendrier de remboursement sous certaines conditions décrites dans un jargon qu'elle n'avait pas totalement compris à l'époque, parce qu'elle avait 23 ans, qu'elle était en plein deuil et que l'avocat employé par son père n'était pas un homme particulièrement rigoureux. Le second élément était un nom,
une mention au bas de la lettre la plus récente, un contact qu'elle n'avait pas vu sur la correspondance précédente. Le prêt avait été transféré à un autre agent de la banque, un certain P. Galloway, et ce dernier avait envoyé la lettre en question il y a 6 semaines, sans qu'elle y ait encore répondu. Il y a 6 semaines, elle achetait 34 porcelets avec ses derniers 30 et $1 à l'encan. Elle n'avait pas l'esprit tourné vers la correspondance administrative. Elle prit le téléphone le lendemain matin, dès l'ouverture de la banque, demanda P. Galloway et une voix de femme lui répondit que M. Galloway était en réunion jusqu'à jeudi et lui demanda si elle souhaitait laisser un message. Elle laissa son nom, son numéro de compte et l'adresse de la propriété, précisant qu'elle appelait pour discuter de son dossier et apprécierait un rappel dès que M. Galloway serait disponible. Elle raccrocha et resta un moment le combiné à la main. Puis elle sortit pour vérifier les porcelets, compta les jeunes pousses qui étaient désormais trop nombreuses pour être dénombrées efficacement et enfonça ses doigts dans la terre du nord-est pour y sentir la souplesse d'un sol revenu à la vie. Elle décida que quoi qu'il advienne, elle ferait face depuis la position la plus solide qu'elle puisse bâtir avant l'échéance. Jeudi arriva et P. Galloway ne rappela pas. Vendredi arriva. Elle appela à nouveau. Il était disponible cette fois, et sa voix était celle d'un homme qui traitait les comptes en difficulté comme on traite ce que l'on a trop souvent géré, avec efficacité et sans investissement émotionnel particulier dans l'issue. « Mademoiselle Sutton, dit-il, j'allais vous contacter la semaine prochaine. Je vous contacte dès maintenant, répondit-elle. Une légère hésitation, bien sûr. J'ai examiné votre compte. Je tiens à être franc avec vous. Le compte se trouve dans une situation qui exige une résolution avant la fin du 3e trimestre. Le 3e trimestre, c'est-à-dire septembre. Le 30 septembre, oui. Elle savait que cela allait tomber, mais l'impact n'en fut pas moins lourd. Le 30 septembre. Elle se tenait dans sa cuisine, regardant par la fenêtre le champ et cette verdure qui y apparaissait désormais. Pas partout, pas uniformément, mais présente, réelle et en expansion. Et elle refit le calcul qu'elle menait depuis 6 semaines. Une récolte complète avait besoin de mûrir. Les citrouilles nécessitaient généralement entre 90 et 120 jours à partir du repiquage. Mais celles-ci n'étaient pas des repiquages. Elles avaient été semées directement et avaient germé 1 semaine plus tôt, ce qui signifiait que si l'été se maintenait, que la pluie venait, que les porcelets continuaient leur travail, et que rien ne tournait au cataclysme, elle pouvait espérer une récolte fin septembre, peut-être début octobre, coïncidant exactement avec l'échéance fixée par M. Galloway. « Je comprends, dit-elle. J'ai une culture en terre. Je vois que la propriété a connu des problèmes par le passé avec le champ produit, affirma-t-elle. Pas agressivement, mais clairement, de la voix de quelqu'un qui a besoin qu'on entende les mots exacts. J'ai une culture de citrouilles qui germe dans le champ sud en ce moment même. Je m'attends à une récolte fin septembre. » Galloway marqua un moment de silence. « Mademoiselle Silas, je tiens à être franc avec vous. La banque a reçu une demande de renseignement concernant cette propriété de la part d'un tiers. » Le froid familier revint dans sa poitrine. « Quel genre de demande ?» demanda-t-elle. « Une demande d'achat. Je ne suis pas libre de révéler de qui il s'agit, mais selon les termes de votre accord, si vous faites défaut sur le compte, la banque a le droit d'envisager. »« Je ne ferai pas défaut, » rétorqua-t-elle. Nouvelle pause, plus longue. « Je vous entends dire cela. J'aurais besoin de quelque chose de plus concret avant de pouvoir. Laissez-moi jusqu'au 15 octobre, proposa-t-elle. C'est 2 semaines après votre date limite. J'aurai des chiffres de récolte d'ici là, de vrais chiffres. Si je ne peux pas vous présenter une culture qui couvre le sol d'un puissant, je ne vous demanderai pas plus de temps. » Elle ignorait d'où lui venait cette assurance. Elle improvisait au fur et à mesure, ce qui relevait soit du courage, soit de l'inconscience, et elle n'en était pas tout à fait sûre. Galloway répondit qu'il devait en discuter avec son supérieur et qu'il la rappellerait. Elle raccrocha. Elle resta un instant dans sa cuisine, puis sortit s'asseoir sur les marches du porche pour regarder le champ de l'autre côté de la cour, songeant à la camionnette de Wesley Vance ralentissant au niveau de sa clôture. Elle pensa à cette demande d'achat et à ce que ces 2 mots impliquaient quant au temps qu'il lui restait et à la personne qui surveillait le chronomètre avec elle. 2 jours plus tard, Martha Hawkins se gara dans sa vieille estafette. Clara était dans les champs. Elle avait pris l'habitude de marcher à l'intérieur de l'enclos désormais, se déplaçant avec précaution entre les jeunes pousses et les porcelets, avec la concentration rigoureuse de quelqu'un qui gère un petit écosystème complexe. Entendant un véhicule, elle leva les yeux et vit la voiture de Martha s'arrêter au bord de l'allée.
Elle franchit de nouveau la clôture pour aller à sa rencontre. Martha Hawkins avait 71 ans et était bâtie comme le sont ces femmes qui ont mené une ferme seule pendant 3 décennies. Ni grande, ni imposante, mais dotée d'une stabilité physique qui semblait l'enraciner profondément dans le sol où elle se tenait. Elle avait des cheveux blancs coupés courts et de manière pratique, et des regards qui possédaient cette qualité légèrement troublante de voir bien plus que ce à quoi les gens s'attendaient. « Je ne reste pas », annonça Martha avant que Clara ne puisse parler. « Je veux juste jeter un œil. » Clara s'écarta. Martha s'approcha de la clôture et contempla le champ un long moment. Les porcelets s'y déplaçaient avec leur énergie coutumière, et entre eux, le vert des jeunes pousses était désormais visible depuis la lisière. Pas un tapis de verdure, rien de si théâtral, mais des taches et des traînées qui s'étendaient depuis le nord-est en suivant les déplacements des animaux. Martha posa ses mains sur la traverse supérieure de la clôture et s'y accouda de la manière dont on le fait quand on s'apprête à rester un moment. « J'ai entendu ce que Wesley a dit au restaurant, La Châtelle, à propos du terrain. » « À propos du terrain ? À propos d'Arthur ? À propos de vous. » La voix de Martha était neutre, la neutralité de quelqu'un qui a appris à bannir tout commentaire personnel puisque les faits se suffisent à eux-mêmes. Je voulais voir ça de mes propres yeux avant de me faire une opinion. Et alors ? Martha tourna la tête pour fixer Clara de ses yeux perçants. Vous avez une récolte qui pousse. Oui. Sur une terre que tout le monde disait morte. Oui. Martha reporta son regard sur le champ. Le porcelet à la tache grise s'était endormi au centre de l'enclos, une habitude qu'il avait prise l'après-midi, ayant assez d'énergie pour travailler dur le matin et se reposer ensuite. Signe d'un animal stabilisé et doté de réserve. Mon mari avait un champ comme celui-ci, confia Martha. Du côté de notre propriété, adossé à la crête. 15 ans pendant lesquels nous n'avons rien pu en tirer. Il a insisté pour le forcer. Produits chimiques, labour et autres produits chimiques. Elle s'interrompit. Il est mort avant d'avoir pu y renoncer. Je l'ai laissé en jachère 2 ans après sa disparition. Je n'avais plus la force de lutter contre lui. Et puis, un beau printemps, il est revenu, tout seul, parce que je lui avais fichu la paix assez longtemps. Clara écoutait attentivement. « Je ne dis pas que ce que vous avez fait et ce qui est arrivé à mon champ sont la même chose, » reprit Martha. « Je dis simplement que la terre ne meurt pas aussi facilement qu'on le croit. Et les hommes, en particulier, ont beaucoup de mal à comprendre cela parce qu'ils ont tendance à croire que la solution à un problème consiste à le brusquer encore plus. » Elle se détacha de la clôture. « Je vais vous dire ce qui me regarde, et vous déciderez quoi en faire. D'accord ? Wesley Vance discute avec quelqu'un à la banque. Je ne vous dirai pas qui me l'a confié, mais je vous affirme que c'est vrai. » La voix de Martha était toujours neutre, mais pas ses yeux. « Il observe ce champ depuis l'encan. Il s'attendait à un échec, et maintenant ça ne rate pas, et les gens comme Wesley ne recalculent pas avec élégance quand leur prédiction tombe à l'eau. Ils se mettent à chercher des moyens de changer la situation pour avoir raison à nouveau. » Clara ressentit ce froid familier dans sa poitrine, mais cette fois-ci, il s'y mêlait autre chose. Pas vraiment de la colère. Quelque chose de plus dense, de plus compact. « Qu'est-ce qu'il va faire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas précisément, mais il a des relations au bureau des impôts fonciers et il pose des questions sur les servitudes de passage le long de votre limite haie. » Martha la regardait fixement. « Je pensais que vous deviez le savoir. » Clara resta un instant immobile à assimiler cette information. La limite de la propriété correspondait précisément à sa clôture. Celle qu'elle avait construite elle-même, poteau par poteau, au prix de 3 jours de labeur et de mains ensanglantées. La clôture qui enclosait le champ. S'il y a un problème de servitude sur la ligne, il essaye de saboter la clôture, conclut-elle. Martha ne dit rien, ce qui constituait une réponse en soi. « Pourquoi me dites-vous cela ?» interrogea Clara. Martha la fixa un instant. « Parce que je suis passée devant ce champ 2 fois la semaine dernière, dit-elle. Et j'ai vu dans ce coin nord-est quelque chose que je n'avais pas vu dans cette vallée depuis des années. Et parce que j'ai 71 ans et que j'ai vu assez de choses confisquées à des gens qui les avaient gagnées par d'autres, qui avaient simplement plus de pouvoir pour les leur prendre. Et je ne suis plus assez jeune pour garder le silence en conscience. » Elle remonta dans son véhicule et s'en alla. Clara resta au bord de sa propriété, observant la vieille camionnette disparaître derrière le tournant de la route. Puis elle se tourna vers son champ, ses taches vertes en expansion, les porcelets en mouvement, et cette terre devenue sombre dans le quart nord-est, d'une manière qui aurait semblé inconcevable à l'agent agricole, venu 1 an plus tôt pérorer sur un sol structurellement compromis.
Elle pensa aux servitudes. Elle pensa à la voix prudente de P. Galloway, à cette demande d'achat émanant d'un tiers, et à la camionnette de Wesley Vance ralentissant devant sa clôture. Elle pensa aux jeunes pousses. Elles étaient réelles. Elles étaient en terre. Elles étaient vivantes. Et quel que soit le plan de Wesley Vance, quelles qu'aient été ses tractations, tout reposait sur une seule hypothèse, à savoir que le champ échouerait. Qu'elle échouerait. Qu'il serait facile de dépouiller quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Elle retourna vers le champ, franchit la clôture et s'avança au milieu, entourée de 33 porcs, de centaines de pousses et d'un sol qui, en l'espace de 6 semaines, était passé d'un état de mort apparente à une réalité indéniable, têtue et résolument vivante. Elle allait avoir besoin d'un avocat. Elle n'en avait pas les moyens. Elle allait devoir obtenir de la banque un sursis jusqu'au 15 octobre. Rien ne garantissait qu'elle l'obtiendrait. Elle allait avoir besoin que cette récolte arrive à maturité selon un calendrier sans marge d'erreur, et elle devait réussir tout cela sans laisser personne deviner son angoisse. Elle s'accroupit et plaça sa paume à plat contre le sol. La terre était tiède de la chaleur de l'après-midi. Elle était souple d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis 3 ans. À 2 pouces de profondeur, elle sentait la différence de densité. Le compactage brisé, la structure meuble là où les porcelets avaient œuvré. 1 pouce plus bas, c'était encore plus dur, c'était la vieille couche stérile, mais moins qu'avant. Le changement s'opérait au rythme prédit par la gazette locale, un pronostic qu'elle n'avait pas tout à fait cru jusqu'à ce qu'elle s'agenouille au milieu de sa terre pour le constater de ses propres mains. Elle resta ainsi un long moment. Puis elle se releva, s'essuya les mains sur son jean, sortit son carnet pour y consigner la date, les propos de Martha Hawkins, le nom de Galloway, et les mots limites de propriété et soulignés 2 fois. Ensuite, elle tourna la page et commença à dresser la liste de tout ce qu'elle devait accomplir avant que les citrouilles ne soient prêtes à être récoltées. La liste était longue. Elle écrivit jusqu'à ce que la lumière du jour décline. Le mémo qu'elle avait rédigé le soir du départ de Martha Hawkins comportait 14 points. À la fin de la semaine suivante, elle en avait rayé 2 et en avait ajouté 6 autres. Telle était la nature des listes lorsque le temps pressait. Elles s'allongeaient plus vite qu'on ne pouvait les traiter, s'accumulant à une extrémité pendant qu'on grignotait l'autre. Et la seule chose qui vous empêchait de sombrer était de rester concentré sur la tâche suivante plutôt que sur le total. Son père le lui avait souvent répété. Il possédait une mine de sagesse pratique pour surmonter les moments de submersion qu'il considérait alors comme des conseils agricoles et qu'elle comprenait désormais comme des principes de vie universels. La question de la servitude constituait l'élément le plus urgent et également celui pour lequel elle disposait du moins de ressources financières. Elle avait passé 2 soirées à fouiller dans les documents de propriété que son père avait conservés dans une boîte en métal sous son lit. Actes notariés, plan d'arpentage, correspondance avec le comté remontant à 30 ans. La boîte sentait son père. Une épreuve qu'elle contournait en laissant le couvert sur la table de la cuisine tout en travaillant d'arrache-pied. Le plan d'arpentage de 1987 s'avéra à la fois meilleur et pire que prévu. Meilleur, car la limite de la propriété semblait clairement définie, sans aucune servitude enregistrée. Pire, parce que le terme enregistré jouait un rôle considérable dans cette phrase. L'absence de servitude enregistrée ne signifiait pas pour autant que Wesley Vance ne pouvait pas en revendiquer une par prescription. Ce genre d'accord informel de passage, qui n'est jamais couché par écrit, parce qu'il lit des voisins se faisant confiance, et qui dégénère en conflit dès que la confiance vole en éclats, ou que l'un d'eux disparaît, sans que la génération suivante ne connaisse l'historique. Elle avait besoin de quelqu'un qui s'y connaissait en droit foncier. Elle n'avait pas les moyens de se payer quelqu'un qui s'y connaissait en droit foncier. Elle appela le bureau d'aide juridique du comté un jeudi matin et patienta 22 minutes avant qu'une employée ne lui annonce que le premier rendez-vous disponible était dans 6 semaines. C'était beaucoup trop tard. Elle expliqua l'urgence et l'employée répondit qu'elle comprenait parfaitement, mais que le premier rendez-vous disponible restait dans 6 semaines. Elle remercia la préposée et raccrocha. Restait le téléphone en main, elle songea à ses relations, à leurs compétences et à l'utilité éventuelle de tout cela, menant au fond le même calcul depuis le décès de son père, l'arrêt des rentes et le moment où le poids de la terre était entièrement retombé sur ses épaules. Caleb avait grandi à 3 propriétés de la ferme des Sutton et avait quitté la vallée de Green Creek à 18 ans pour une université d'État d'où il n'était jamais revenu, ce qui constituait soit un acte louable, soit une trahison,
selon la personne à qui l'on s'adressait dans la vallée. Il était devenu avocat civiliste à Pine Valley. Pas un ténor du barreau, pas un nanti, mais un praticien solide gérant ses affaires, qui ne faisait pas les grands titres, mais comptait pour les gens concernés. Elle ne lui avait pas parlé depuis 4 ans. Ils avaient été amis dans leur enfance, de cette camaraderie propre aux enfants de la campagne, qui se côtoient sans vraiment s'être choisis. La dernière fois qu'elle l'avait croisé, c'était aux funérailles de son père, posté au fond de l'église. Il lui avait serré la main en lui murmurant ses condoléances, elle avait répondu merci, et cela s'était arrêté là. Elle n'avait pas son numéro. Elle composa le service des renseignements en se sentant légèrement ridicule, telle une utilisatrice d'un autre âge, ce qu'elle était sans doute devenue. Il décrocha à la 3e sonnerie. Ici Caleb. Caleb, c'est Clara Sutton. La fille de Jebediah Silas, Je sais très bien qui tu es, Clara. Sa voix se montra plus chaleureuse qu'elle ne l'avait escompté. J'ai entendu dire que tu avais acheté des porcs à l'encan de Pine Valley. Les nouvelles vont vite. J'ai besoin d'une 20aine de minutes de ton temps, lâcha-t-elle. Je ne peux pas te payer. Je préfère le dire tout de suite. Un silence. Non pas la réaction de quelqu'un qui s'offusque, mais plutôt celle d'un homme qui recalcule la situation. Quelle est la situation? Elle lui exposa les faits. Avec concision. L'échéance de la banque, Galloway, la demande d'achat, les révélations de Martha Hawkins au sujet de Wesley Vance et de la Limited, ainsi que le plan d'arpentage de 1987. Elle avait compris au contact d'Arthur Callahan que la manière la plus rapide d'obtenir une réponse utile d'une personne compétente consistait à aligner les faits dans l'ordre sans fioriture, et elle appliqua ce principe. Lorsqu'elle eut terminé, Caleb marqua un temps d'arrêt. Le plan de 1987 devrait faire foi, déclara-t-il. Mais tu as raison de dire qu'une revendication de possession trentenaire ou de servitude implicite pourrait compliquer les choses si Vance peut prouver un usage documenté remontant assez loin. La correspondance de ton père fait-elle mention d'accord de passage avec la propriété Vance? Je l'ignore. Je n'ai pas tout épluché. Épluche tout, ordonna-t-il. Ce soir, si tu le peux. Cherche tout ce qui touche à la limite est, aux accès, au passage de matériel, au droit d'eau, ce genre de choses. Si ton père a jamais reconnu un droit de passage par écrit, c'est problématique. S'il n'y a aucune reconnaissance écrite, Vance aura beaucoup plus de mal. Et s'il dépose un recours auprès de l'administration du comté, tu disposeras de 10 jours pour réagir et il te faudra quelqu'un pour le faire en ton nom. Il marquerait une pause. Je viendrai en voiture samedi matin. Ne discute pas là-dessus. Un point, c'est tout. J'examinerai les documents et je te donnerai un avis fondé, et ce n'est pas le genre de service que je vais facturer. Ton père était un homme honnête. Il a vendu un tracteur à mon père en 1994 pour $200, de moins qu'il ne valait, simplement parce que mon père en avait plus besoin que de l'argent. Je cherchais justement l'occasion de rembourser cette dette depuis un moment. Elle fut sur le point de discuter tout de même, car la contradiction était son réflexe chaque fois qu'on lui offrait ce dont elle avait besoin, mais elle se reprit à temps. « Samedi matin », dit-elle. « Merci. Ne me remercie pas trop vite. C'est peut-être un problème bien plus vaste que nous ne le pensons. » Elle passa au crible la boîte de correspondance cette nuit-là, de fond en comble. Chaque morceau de papier classé chronologiquement par l'écriture soignée de son père à l'extérieur de chaque enveloppe. Cela lui prit jusqu'à minuit. Elle mit la main sur une lettre du père de Wesley Vance datée de 1991, évoquant un arrangement exceptionnel autorisant l'équipe d'une moissonneuse à traverser la lisière du champ et lors d'une saison de récolte particulièrement humide où la route d'accès habituelle de Vance avait été inondée. La missive tenait en 2 paragraphes, rédigés simplement, et contenait une phrase qu'elle lut par 3 fois pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Cet arrangement constitue une accommodation unique et ne constitue en aucun cas un droit de passage permanent à travers la propriété Sutton. Le père de Wesley Vance lui-même avait consigné par écrit l'absence de tout droit d'accès permanent. Assise à la table de la cuisine à minuit, tenant cette lettre en main, elle sentit se dénouer en elle un étau dont elle ignorait l'existence. Elle prit le document en photo avec son téléphone, puis elle replia soigneusement l'original pour le glisser dans son enveloppe, posa le tout au sommet de la pile et alla se coucher en trouvant un sommeil plus profond qu'en 3 semaines. Caleb se présenta samedi matin avant 8 heures. Il avait 41 ans et l'allure de quelqu'un qui passait plus de temps derrière un bureau qu'il ne l'avait sans doute escompté dans sa jeunesse. Pas en mauvaise santé, simplement usé de cette façon dont le travail de bureau marque ceux qui ont grandi dans l'effort physique.
Il conservait ce style direct et sans artifice de ceux qui ont quitté un petit endroit sans jamais ressentir le besoin d'en faire étalage. Il éplucha les dossiers sur la table de la cuisine, sa tasse de café refroidissant à côté de lui, ce qui lui rappela fugitivement son père. Lorsqu'elle lui tendit la lettre de 1991, il la lut d'une traite et leva les yeux. « Où as-tu déniché ça ?»« Dans la boîte, tout au fond de la pile. »« Est-ce que Vance a déjà déposé quelque chose ?»« Pas à ma connaissance. » Caleb reposa délicatement le courrier. « C'est bien mieux que ce que j'espérais. S'il formule une demande de possession trentenaire, cette lettre réduit sa démarche à néant. Son propre père a reconnu par écrit l'inexistence d'un droit permanent. Il attrapa le plan d'arpentage et l'examina. Il te faudra un arpentage actualisé avant qu'un quelconque litige ne soit officialisé. Ça va te coûter de l'argent. Combien? 400, peut-être 500 $. Tout dépend du géomètre. Elle fit le calcul mentalement. Il lui restait moins de 200 $ sur son compte chèque. Le compte bancaire secret, celui dont elle ne parlait jamais parce qu'elle hésitait encore entre matelas de sécurité et fonds d'urgence. La distinction revêtait une importance psychologique. Elle possédait 412 $ provenant de la vente de 3 équipements de son père qu'elle avait liquidés avant de mesurer pleinement l'état désastreux des finances. « Je peux le faire », afficha-t-elle. « De justesse. Fais-le rapidement, avant que Vance n'en prenne quoi que ce soit d'officiel. » Caleb enroula ses mains autour de la tasse de café glacé. « Je tiens à être honnête avec toi sur un autre point. » Elle patienta. « Même si l'histoire de la servitude est réglée, ce dont je ne doute pas, le calendrier de la banque reste ton véritable écueil. Vance n'a pas besoin de gagner un procès en servitude pour obtenir ce qu'il veut. Si la banque exige le solde avant ta récolte, il lui suffira de se positionner comme l'acheteur le plus accessible. » Il la regarda fixement. Galloway a accepté le 15 octobre, verbalement. Il faut une confirmation écrite. Elle le scruta. Va-t-il me l'accorder par écrit? Demande-le lui. Les banques préfèrent la paperasse au contentieux. S'il s'est déjà engagé oralement, il le formalisera probablement. Ça le protège aussi. Caleb se leva et rassembla les documents en une pile ordonnée. Je vais te rédiger un courrier destiné à la banque résumant le calendrier des cultures, l'état actuel du champ et mentionnant l'accord verbal à titre de contexte. Ce n'est pas contraignant, mais cela crée une trace écrite démontrant une communication de bonne foi. Et cela compte s'il y a un jour un litige sur les termes convenus. Tu avais dit que tu ne me facturais pas tes services. C'est bien le cas. Cette lettre me prendra 20 minutes. Il ramassa sa veste. À quoi ressemble cette culture? Elle l'accompagna jusqu'à la clôture. Il s'immobilisa à l'endroit où Arthur Callahan s'était tenu, là où Martha Hawkins s'était postée. Et il observa le champ. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait dénombré 61 pouces. En l'espace de 2 semaines, le terrain avait accompli une métamorphose qu'elle avait encore du mal à réaliser. Il s'était densifié. La couverture des tiges était désormais visible depuis la limite. La prolifération plante citrouille, qui avait trouvé un sol assoupli et régénéré, s'étendait de la manière dont le font les tiges lorsqu'elles disposent d'espace, de lumière et d'un terrain propice à leur essor. C'est remarquable, lâcha Caleb. En effet. Combien de porcelets as-tu acheté déjà? 34. J'en ai perdu un au début. Il en reste 33. Il scruta le champ un instant de plus. Vance va passer par ici et réaliser que ses prévisions étaient erronées, commenta-t-il. La question est de savoir ce qu'il fera quand il l'aura compris. Il passera à autre chose, répliqua Clara. Exactement. Caleb quitta des yeux la parcelle et se tourna vers elle. Les personnes qui détiennent un levier de négociation n'acceptent généralement pas d'avoir tort. Elles cherchent plutôt à redéfinir la situation pour s'en sortir. Il la fixa. Je ne dis pas qu'il va faire quelque chose de précis. Je dis simplement de garder les yeux ouverts. Elle garda les yeux ouverts. L'arpentage était fixé au vendredi suivant. Elle avait contacté 2 géomètres, comparé les tarifs et retenu le moins cher, celui qui pouvait intervenir au plus vite. En signant le chèque, elle ressentit le montant sur son compte bancaire comme un poids physique pesant sur une balance. La lettre de Caleb arriva par courriel le mardi. Elle la lut 2 fois, puis alla l'imprimer au magasin de graines, n'ayant pas d'imprimante chez elle depuis 1 an. Elle l'envoya à l'attention de Galloway à la banque, accompagné d'un mot manuscrit demandant une confirmation écrite de la prolongation au 15 octobre. La réponse de Galloway arriva 1 semaine plus tard. Ce n'était pas une confirmation. C'était un courrier truffé de 4 occurrences de l'expression en cours d'examen, affirmant que l'établissement devait évaluer l'état actuel de la propriété avant de fixer tout calendrier définitif, et qu'une inspection des lieux était programmée. Elle resta debout près de la boîte aux lettres.
lisant la feuille sous le soleil de l'après-midi, et comprit que la donne avait changé. Une inspection signifiait qu'un employé de la banque viendrait examiner le terrain. Ce n'était pas un problème en soi. Le champ était plus beau qu'il ne l'avait été depuis 3 ans et s'améliorait chaque semaine. Mais cela signifiait aussi que Galloway disposerait d'un rapport officiel, ce qui pouvait jouer dans les deux sens, et que la banque ne se contenterait pas du 15 octobre sur sa simple parole et celle de Caleb. Ils voulaient voir de leurs propres yeux. Elle appela Caleb. C'était prévisible, lâcha-t-il lorsqu'elle lui lut la lettre. Ne t'inquiète pas pour l'inspection. Le champ produit, c'est ce qu'ils doivent constater. L'expression en cours d'examen est classique. Ce qui m'interpelle davantage, c'est le calendrier. Qu'y a-t-il avec le calendrier? Il programme une inspection au lieu de confirmer directement l'extension. C'est une procédure plus longue. Si Vance exerce des pressions en coulisses, voilà à quoi cela ressemble. Pas une action directe, juste un ralentissement, une multiplication des démarches pour faire traîner le dossier au-delà du 15 octobre. Elle resta un moment silencieuse face à cette perspective. Que dois-je faire? Demande la date de l'inspection par écrit, exige une confirmation que le délai du 15 octobre reste à l'étude en attendant cette visite, et crée une trace écrite qui compliquera toute manœuvre discrète de leur part. Il marqua une pause. Et appelle-moi dès que tu as du nouveau, quoi que ce soit. L'inspection fut fixée au 9 septembre. C'était dans 3 semaines. Ces citrouilles étaient à 6 semaines d'une récolte réaliste, peut-être 7. Les marges étaient si serrées qu'aucun grain de sable ne pouvait se permettre de gripper la machine. Elle retourna au travail. Le mois de juillet fut celui où le champ cessa d'être un pari risqué pour devenir une réalité tangible qu'elle pouvait contempler sans douter. Les tiges avaient envahi près des 3/4 des 2 acres, leurs larges feuilles plates captant la lumière estivale, tandis qu'en dessous, la terre accomplissait ce que fait un sol vivant nourri et laissé au repos. Il retenait l'humidité, alimentait les racines, offrant enfin cette base que les 3 saisons précédentes avaient obstinément refusée. Les porcelets étaient méconnaissables. C'était le mot exact, méconnaissables. 33 animaux arrivés à l'état d'ombre squelettique, peinant à se traîner, s'étaient transformés en 16 semaines en créatures robustes, pleines de vitalité. Leurs poils avaient repoussé, leur démarche traduisait l'assurance d'être faits pour leur tâche. Celui avec la tache grise, le tout premier à avoir fouillé la terre lors de ses journées hésitantes, était devenu le plus imposant du troupeau. Et le voir travailler une bande de terrain donnait l'impression d'observer un mécanisme tournant à plein régime. Même Bessie, la plus petite qu'elle s'était interdite de nommer à voix haute, avait dépassé ses espoirs des jours sombres. Moins lourde que les autres, mais mangeant et s'activant, avec une régularité têtue que Clara trouvait étrangement apaisante les jours de grand découragement. Elle gérait désormais les déplacements des porcs avec méthode, les faisant pivoter dans différentes sections grâce à des clôtures intérieures temporaires pour assurer une régénération homogène du sol. C'était bien plus fatigant que de les laisser vagabonder, mais l'impact sur la croissance des citrouilles sautait aux yeux. Les zones à la préparation soignée donnaient des plants plus vigoureux et plus riches en fruits que les coins négligés par les bêtes. Elle passait 12 à 14 heures par jour dans le champ ou à proximité. Elle maigrissait à vue d'œil, sans pouvoir s'en soucier. Elle dormait 5 ou 6 heures, ce qui était insuffisant mais constituait son lot quotidien, survivant selon la stricte économie d'une femme ayant réduit son existence à ses tâches vitales en évacuant tout le superflu. Un jeudi de la fin juillet, alors qu'elle était à genoux dans la partie et pour accomplir son rituel hebdomadaire, inspectant le rythme de croissance des citrouilles sur les plans les plus avancés, elle entendit un camion ralentir sur la route. Le véhicule de Wesley Vance. Cette fois, il ne se contenta pas de ralentir. Il s'arrêta. Il demeura en bord de route durant ce qui parut une éternité, mais dura à peine 30 secondes, le moteur ronronnant, à observer la parcelle. Elle resta figée dans la terre, à le regarder en retour. Il repartit sans descendre de cabine. Elle reprit son examen des fruits. Mais elle avait aperçu son visage à travers le pare-brise une fraction de seconde, juste assez pour surprendre une expression avant qu'il ne se sache épier. Ce n'était pas ce qu'elle attendait. Elle s'attendait au calcul froid d'un concurrent mesurant sa position. Ce qu'elle avait vu ressemblait plutôt au regard d'Arthur Callahan lors de la vente aux enchères. Non pas du mépris, mais son exact opposé. L'instant précis où une certitude commence à se fissurer. Elle rangea cette image dans un coin de sa tête. L'inspecteur de la banque se présenta le 9 septembre comme convenu.
Nommé Fletcher, il était plus jeune que prévu, la trentaine, arborant la neutralité professionnelle d'un homme qui s'efforce d'avoir l'air naturel. Muni d'un bloc-notes et d'un appareil photo, il passa 40 minutes à parcourir la propriété, suivi par Clara qui gardait le silence, sauf lorsqu'il lui posait une question directe. Il s'arrêta longuement devant la clôture. Les citrouilles ne laissaient plus aucun doute. Passe encore mûre, à 3 ou 4 semaines d'une récolte idéale, mais indéniablement réelle, l'orange commençant à poindre sous le verre des spécimens les plus avancés. Les tiges recouvraient les 2 acres d'une manière évidente pour quiconque, même ignorant de l'agriculture. Fletcher consigna quelques mots sur son carnet et prit plusieurs clichés. « Combien d'acres en production ?» demanda-t-il. « 2 acres pour ce champ, plus un demi-acre de potager au nord de la maison qui a produit tout l'été. » Il l'écrivit également. Il observa les porcs, toujours présents dans le champ pour achever les parcelles restantes. Font-ils partie de la parcelle à demeure? Interrogea-t-il avec l'air de quelqu'un confronté à un paramètre inédit. Il participe au programme de restauration des sols, répondit-elle. Je les déplacerai vers le pâturage nord avant la récolte finale. Restauration des sols, répéta-t-il en notant la remarque d'un air attentif. Le terrain n'avait rien donné depuis 3 ans, expliqua-t-elle. La terre était épuisée. J'utilise les cochons pour la régénérer naturellement. C'est ce que vous observez. Il jeta un nouveau regard sur le champ, puis sur elle avec cette hésitation propre aux gens dont la réalité contredit les préjugés. Je transmettrai mon rapport à Monsieur Galloway d'ici la fin de la semaine, annonça-t-il avant de s'en aller. Elle resta seule au bord de la clôture, savourant sa respiration. Galloway appela le 14 septembre. Elle était dans les cultures quand le téléphone sonna. Elle franchit la barrière, les genoux terreux, pour décrocher dans l'allée. Madame Sutton. Sa voix avait changé, non pas plus chaleureuse, mais modulée différemment, perdant le ton d'un gestionnaire de crise pour adopter celui d'un homme qui révise son jugement. J'ai examiné le rapport de Fletcher, et l'inspection s'est avérée plus favorable que nos prévisions initiales. Une brève pause. La prolongation au 15 octobre est confirmée. Je vous enverrai la documentation écrite d'ici la fin de la semaine. Elle ferma les yeux une petite seconde. Juste une. Merci, dit-elle. Madame Sutton. Je tiens à la transparence. Il y a eu de l'intérêt pour ce dossier de la part d'un tiers, ce qui a influencé nos discussions internes. Cet intérêt a été noté, mais comprenez bien que notre décision repose uniquement sur l'évaluation de la propriété. Elle repensa aux paroles de Caleb. Les gens puissants n'admettent pas facilement leurs erreurs. Je comprends, répondit-elle. Nous aurons l'occasion de faire le point après la récolte. Elle raccrocha, mesurant la portée de cette confirmation dans la fraîcheur du matin de septembre. Le 15 octobre, par écrit, d'ici la fin de la semaine. Elle prévint Caleb. Bien commenta-t-il. Le champ a fait le travail. Le champ a fait le travail, admit-elle. Elle repassa la clôture pour s'avancer entre les plants. Encore 3 semaines, tout au plus 3 semaines et demie, et elle tiendrait sa récolte. L'orange gagnait du terrain, fruit après fruit, le vert s'éclaircissant et se réchauffant à travers la parcelle dans ce lent murmure par lequel la nature annonce sa maturité. Pas en un jour, pas avec fracas, mais par une accumulation silencieuse d'individus atteignant leur terme de concert. Elle arpenta lentement la zone ce matin-là, s'accroupissant pour vérifier les calibres, enfonçant ses mains dans la terre comme elle le faisait depuis avril, constatant le changement sous ses paumes. Profonde, sombre, vivante d'une manière que ni les anciennes cartes cadastrales, ni l'agronome, ni les calculs de Wesley Vance n'avaient pu anticiper. Elle atteignit le coin nord-est, là où les premiers vers de terre étaient sortis, où la première pousse avait percé, là où tout avait basculé de la théorie à la réalité. Les citrouilles y étaient les plus belles, les plus vastes. La terre y était la plus noire, la plus régénérée. Elle s'accroupit et plaça sa paume à plat sur le sol entre 2 tiges. Chaud, meuble, vibrant. Elle resta ainsi un moment, la main contre la glaise, tandis que le soleil franchissait la crête, porté par les grognements des porcelets en arrière-plan, et cette odeur de terre remuée. Promesse d'une vraie saison, semblable à celle que son père décrivait jadis, en évoquant des années lointaines. Elle s'interdit de porter son regard au-delà du 15 octobre, au-delà des chiffres de la récolte, du marché et des âpres négociations qui l'attendaient avec Galloway. Elle pressa sa paume un peu plus fort contre le sol, sentant la résistance céder, loin de la sécheresse butée d'avril. La lumière de septembre baignait la plantation. Les citrouilles s'y prélassaient, oranges, improbables et bien réelles. Encore 3 semaines. Il lui restait 3 semaines, et il lui faudrait chaque minute de ce sursis. Ces 3 semaines ne s'écoulèrent point sans heure. Rien dans l'existence de Clara Sutton n'avait coulé de source ces 3 dernières années,
Et ce dernier droit de ligne ne fit pas exception. Elle le savait en théorie, mais l'expérience vécue demeurait une toute autre affaire. Le premier écueil survint un jeudi de la mi-septembre, sous la forme d'un caprice météorologique. Point de tempête cataclysmique, mais une semaine de nuit anormalement fraîche, plongeant sous les 10 degrés alors que la Gazette agricole et les prédictions d'Arthur Callahan promettaient un mois clément. Le froid ne tuait pas les citrouilles, mais il en freinait la maturation finale, réduisant sa marge à tout juste 14 jours avant l'ultimatum de Galloway. 14 jours, c'était peu, très peu. Elle modifia le parcours des ports pour accélérer le travail sur la dernière parcelle ouest, aux fruits les plus tardifs. Elle couvrit les rangées les plus exposées avec des textiles achetés à crédit au magasin du coin, alourdissant encore une ardoise déjà pesante. Et elle épia les températures nocturnes avec l'angoisse de celle qui sait que la frontière entre le gel et le répit tient à 1 degré. Le givre épargna les lieux, fort heureusement. À 2 reprises, l'aube la surprit le cœur battant devant sa tasse de café, mais la ligne rouge ne fut pas franchie. Le second obstacle se nommait Wesley Vance. Elle le savait tapi dans l'ombre depuis la visite de Martha Hawkins en juin, et pourtant, durant 3 mois, rien n'avait bougé. Pas de recours au cadastre, pas de mise en demeure. Elle avait presque cru que Martha s'était trompée sur son compte, ou que Vance attendait sagement l'échec de la ferme. L'inspection de Fletcher et le coup de fil de Galloway avaient sonné le glas de cette attente. Caleb l'appela un mardi matin, la voix prudente. « Vance a déposé une plainte auprès de la commission agricole du comté », annonça-t-il. Non pas au cadastre, mais à la commission. Il prétend que votre élevage enfreint les normes d'éloignement pour les exploitations porciennes intensives. Elle s'assit lentement sur les marches du porche. Est-ce le cas? Non, répliqua Caleb sans hésiter. Vous avez 33 têtes sur 2 acres, ce qui ne correspond en rien à un élevage intensif. Ces critères visent des fermes de plusieurs centaines de bêtes. Il le sait, son avocat le sait, la commission le sait. Alors pourquoi cette démarche? Parce que cela enclenche une procédure. Une plainte exige une réponse, une inspection, des délais qu'il espère vous voir manquer. Cela ne aboutira pas, mais cela peut jeter le trouble si la banque interprète la plainte comme un risque. Elle pressa sa main libre contre son genou pour en stopper le tremblement, se concentrant sur les paroles de Caleb plutôt que sur l'angoisse qui lui nouait la gorge. Que dois-je faire? J'ai rédigé un mémoire que je dépose aujourd'hui en ton nom, s'appuyant sur ton cheptel exact et sur 3 précédents où des plaintes similaires ont été rejetées en 10 jours. Sa voix se voulait rassurante. Toi, occupe-toi de la récolte. La paperasse, c'est mon affaire. Caleb, je ne peux pas te payer. Ce n'était pas le propos. Elle marqua un temps. Merci. Un silence bref. Ton père a vendu un tracteur au mien, glissa-t-il pour toute explication formule devenue leur viatique estivale. Le dossier fut déposé dans l'après-midi. La commission accusa réception et dépêcha un inspecteur pour le 7 octobre, soit 8 jours avant l'échéance de Galloway et 3 jours avant la date estimée de la récolte. 8 jours. Dès lors, elle se mit à compter les jours un par un, les matins un par un, guettant la progression du champ. Elle le parcourait matin et soir, trouvant dans ce rite la structure qui lui manquait partout ailleurs. L'orange avait conquis la quasi-totalité de la surface. Le vert s'était ombré, s'éclaircissant vers le pédoncule dans une lente métamorphose, jusqu'à ce matin où le champ parut soudain mûr. Dans le coin nord-est, les citrouilles affichaient des dimensions remarquables, certes imparfaites et irrégulières, loin des standards industriels, mais gorgées de cette force propre à la terre régénérée. La section ouest, en revanche, accusait du retard, avec des fruits encore verdâtres, nécessitant bien 10 à 12 jours de plus. Elle se résolut à une récolte échelonnée. En faisant ses comptes ce matin-là dans le premier cadran, elle évalua la première vague entre 340 et 380 beaux spécimens et 150 à 200 autres pour la seconde si le temps tenait bon. Les calculs ne trompaient pas, même au plus bas des cours du marché local. Ces 340 citrouilles suffiraient à solder l'emprunt bancaire et à laisser un infime pécule. Un résultat minime, mais suffisant. Elle n'appela personne. Elle demeura plantée dans la lumière d'octobre, mesurant le prix payé pour en arriver là et la réalité du succès. L'inspectrice de la commission arriva le 7 octobre, une quinquagénaire prénommée Abbott, rompue aux tracasseries administratives. 20 minutes lui suffirent. Elle compta les bêtes, 33, mesura le périmètre, observa les fruits. Ce n'est en rien un élevage intensif, lâcha-t-elle. Vous êtes bien en deçà des seuils. En effet, approuva Clara. Le coup d'œil d'Abbott s'attarda sur la couleur flamboyante des citrouilles, ce type de spectacle qui pousse les automobilistes à ralentir en octobre. Comment avez-vous requinqué ce sol?
Les porcs, dit Clara. Et la pluie. Et le temps. L'inspectrice l'observa un instant. Je transmettrai l'avis de non-lieu à la commission dès aujourd'hui. Elle regagna son pick-up sans un mot de plus. Clara joignit Caleb depuis l'allée. Affaire classée, résuma-t-il. Galloway aura le rapport avant votre entrevue. Je n'ai pas encore calé de rendez-vous. Prends-en un, insista-t-il. Ne laisse pas passer le 15 octobre sans un face-à-face. Il faut être dans la pièce quand les chiffres tombent. Elle s'exécuta, fixant la visite au 14 octobre, à la veille de la date limite, ce qui représentait un pari risqué mais tactiquement judicieux selon Caleb. La première récolte débuta le 10 octobre. Elle avait embauché 2 aides, un jeune du coin de 17 ans nommé Amos, travailleur et fiable, et Martha Hawkins, qui avait débarqué la semaine précédente en proclamant qu'elle venait prêter main forte avec du pain de maïs en prime. À 7 heures sonnantes, le labeur commença. Récolter n'avait rien d'un conte de fées. La besogne était rude, les feuilles abrasives irritaient les avant-bras et les roues des brouettes s'enfonçaient dans une terre encore meuble. Amos coupait les tiges avec une efficacité juvénile, tandis que Martha œuvrait sans répit avec l'économie gestuelle des gens rompus à l'effort. Clara comptait. Elle comptait car chaque citrouille prélevée constituait une donnée tangible face aux doutes persistants. À midi, 112 spécimens gisaient dans la zone de tri. À 3 heures, 200 de plus. Lorsque la pénombre tomba sur les sections est et nord-est, la zone affichait un total de 329 citrouilles. Elle les contemplait. Debout dans la pénombre. Elles n'avaient rien de parfait. Certaines présentaient des méplats là où elles avaient reposé, ou de légères marques dues au froid. Les plus imposantes affichaient pourtant un fier pédigree, pesant de 4 à 6 kilos, d'un bel orange profond. Les plus modestes ne dépassaient pas la taille de ses poings joints. 329. Martha vint s'essuyer les mains sur son pantalon, jetant un regard muet sur l'amoncellement. « Ton père aurait été fier », murmura-t-elle. Une sentence que Clara, d'ordinaire prompte à esquiver les hommages trop vrais, se contenta d'accueillir en silence. Elles avaient cette facre de la désarçonner au pire moment. Il aurait eu une réflexion bien pragmatique sur la nécessité de boucler les aspects logistiques du transport, lâcha Clara. Martha la dévisagea du coin de l'œil. « Oui », répliqua-t-elle, et il l'aurait dit comme un compliment. Amos avait déjà commencé à charger la camionnette et les sentiments devaient de toute façon céder le pas à l'urgence. Le marché de la récolte de la vallée des pins se tenait chaque samedi. Clara avait réservé son emplacement 2 semaines plus tôt, payant les frais de location d'avance, grâce à ce compte bancaire qu'elle s'était efforcée de ne pas toucher, car on ne vendait pas au marché sans place attitrée, et elle n'allait pas laisser la logistique flancher au tout dernier moment. Elle s'était arrangée pour emprunter la seconde remorque de Arthur Callahan. Arthur la lui avait proposée sans qu'elle ait à demander, une offre qu'elle avait acceptée sans barguigner. Ayant fini par comprendre au fil de l'été que la meilleure réponse à une main tendue tenait parfois en un simple oui. Elle chargea le véhicule et la remorque le vendredi soir précédant le marché, avec l'aide d'Amos, rangeant le tout par taille et par qualité, exactement comme son père le lui avait enseigné. Les spécimens les plus présentables en avant. Elle isola les fruits meurtris dans un compartiment distinct, affichant un tarif moindre, car le gâchis restait du gâchis, et des courges vendues moins chères rapportaient tout de même de l'argent. Elle ne ferma guère l'œil de la nuit. Étendue dans l'obscurité de la maison de son père, qui était désormais la sienne, elle prêta l'oreille au vent qui dévalait la crête et se mit à cogiter sur les chiffres. Elle visualisa la mine de Galloway lorsqu'elle franchirait les portes de la banque le lundi suivant. Elle pensa à Caleb, à Martha, à Arthur Callahan, au tribut que cet été leur avait coûté en temps et en effort pour sa cause, à ce qu'elle pouvait réparer et à ce qui échappait à son emprise. Elle revit la fraction de seconde où le visage de Wesley Vance s'était figé à travers la vitre de sa camionnette, cette minuscule fêlure dans son assurance de façade. Elle entendit la voix de son père. « On ne jette l'éponge que si l'on commence par abdiquer soi-même. » Elle se leva à 4h30, prépara du café, s'installa à la table de la cuisine devant son carnet ouvert à la page blanche, et y demeura jusqu'à l'heure de prendre la route vers la vallée des pins. Le marché ouvrait à 8h. Elle arriva à 6h30 pour installer son étal, car c'était ainsi que procédaient les gens sérieux, et elle était résolument sérieuse. Elle avait emprunté une table pliante à la salle paroissiale, l'une des rares ressources collectives et inconditionnelles de la vallée, disposant ses citrouilles dessus et à même le sol devant son stand. Avec cette application minutieuse de quiconque comprend que la présentation fait partie intégrante de la vente, et que la vente seule permettait de garder les lumières allumées. Dès 7h15,
Avant même l'ouverture officielle, une femme portant un enfant sur la hanchesse était déjà arrêtée à son stand pour s'enquérir des tarifs. À 8 heures, au tintement de la cloche, 4 acheteurs poireautaient devant elle. Elle n'avait pas anticipé pareille affluence. Elle s'attendait au train-train habituel d'un marché, au badaud flânant, au feuilletage distrait, à l'accumulation lente et laborieuse des ventes au fil d'une longue journée. Elle avait pratiqué des prix modérés, non par calcul stratégique, mais tout bonnement par crainte qu'un montant trop élevé ne rebute les acheteurs, se répétant que si elle refourguait la moitié de sa cargaison, elle s'estimerait heureuse. Ce qu'elle avait omis de chiffrer, c'était le gabarit. Les courges issues de la parcelle nord-est, cette première terre réhabilitée, au sol le plus riche, ce coin où tout était parti, affichait des mensurations visiblement supérieures à tout le reste de l'étalage. Rien de monstrueux, rien de ces étrangetés de foire que certains cultivateurs poussent aux hormones pour les concours, mais la taille honnête de fruits épanouis dans une bonne terre, gratifiés de ce dont ils avaient besoin. Les gens le remarquèrent. Le marché de la vallée des Pins drainait l'essentiel de la région un samedi d'automne. Si bien qu'à 9 heures, le stand de Clara Sutton croulait sous une file d'attente. Et qui dit file d'attente sur un marché attire d'autres curieux désireux de comprendre l'objet de l'attroupement, ce qui ne faisait qu'allongeant le rang. Elle gagna son service avec l'efficacité clinique d'une femme qui n'avait cure des manières. Elle annonçait les prix, rendait la monnaie, aidait les acheteurs à départager les calibres avec cette franchise pratique de quelqu'un qui connaît sa marchandise, respecte sa clientèle et souhaite que chacun reparte avec ce qui l'avait attiré là. Arthur Callahan fit son apparition à 9h30. Il examina la table, singulièrement dégarnie par rapport à l'étal initial, jeta un œil sur la foule compacte, puis s'écarta sagement pour attendre que le gros de la cohue se dissolve avant d'approcher. « Combien en as-tu descendu » demanda-t-il. 160 de la première récolte. La seconde est toujours sur pied. Il promena son regard sur les citrouilles restantes, puis sur elle. « Il te faut une autre table. »« Je n'en ai pas d'autre. » Il disparut. 20 minutes plus tard, il réapparut lesté d'une table pliante qu'il venait visiblement de grappiller auprès des organisateurs, l'installa sans formalité à côté de la sienne avant d'aller chercher un nouveau chargement dans la remorque, les disposant avec le pragmatisme consommé d'un vieil habitué des marchés qui s'est composé un étal vendeur. Elle ne discuta pas. Elle lui confia la monnaie à garder pendant qu'elle gérait de front 3 clients. À 11 heures, elle avait écoulé 104 citrouilles. À midi, 138. À midi et quart, Wesley Vance pénétra dans l'enceinte du marché. Elle l'aperçut avant qu'il ne la remarque, ou du moins avant qu'il ne lui laisse voir qu'il l'avait vue. Difficile à dire. Il déboucha par l'entrée nord, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, adoptant cette démarche de quelqu'un qui avance d'un pas décidé tout en s'efforçant de paraître décontracté. Il commença par inspecter le rayon des légumes, puis celui des céréales, avant de pivoter enfin vers son stand. Il stoppa net. Il s'immobilisa à une vingtaine de pieds de sa table, contemplant ce qu'il restait de l'étalage. Toujours imposant, toujours spectaculaire, incontestablement le plus beau et le plus volumineux de tout le marché. Il observa la poignée de chalands qui s'attardait encore, puis relut le écriteau de carton griffonné à la hâte la veille au feutre. Enfin, il posa ses yeux sur elle. Elle servait une cliente. Elle ne interrompit pas son geste. Elle rendit la monnaie, remercia la dame, et lorsqu'un bref répit s'offrit à elle, elle plongea son regard directement dans celui de Wesley Vance. Aucun des deux ne prononça un mot. Il s'approcha. Il vint se camper de l'autre côté du comptoir, examinant les cucurbitacées de tout près. Elle le vit toiser leur envergure, la qualité de la chair, cette noirceur de terre encore accrochée au pédoncule qu'elle n'avait pas pris le temps de nettoyer à fond, faute de minutes à perdre dans la perfection. Il souleva un des spécimens les plus lourds, au bas mot 12 livres, et le fit pivoter entre ses mains. « Ton père avait une belle terre », lâcha-t-il. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre. Durant tout l'été, elle avait échafaudé mentalement diverses répliques que Wesley Vance pourrait bien lui lancer un jour, et celle-ci ne figurait sur aucune de ses listes. « C'est exact », répondit-elle. « Je ne croyais pas qu'elle puisse ressusciter ainsi. » Il reposa la citrouille. Il évitait son regard, fixant alternativement le fruit, le bois de la table, adoptant cette posture de distance moyenne propre à celui qui prononce des mots qui lui coûtent, s'efforçant d'en amortir le poids en fuyant l'œil dans l'œil. J'ai proféré des propos lors de la vente aux enchères qui, il s'interrompit, se rattrapa. J'avais tort au sujet de cette terre. Elle attendit. J'avais tort sur ce que tu essayais d'accomplir, reprit-il après une brève hésitation.
Et j'ai eu tort de porter plainte auprès de la commission agricole. Cela non plus, elle ne l'avait pas anticipé. Elle le observa un instant. C'était un homme de 60 ans, propriétaire de 400 acres et dont le nom trônait sur un fronton dans la vallée des Pins, et il se tenait là, de l'autre côté de son étal de foire agricole, à confesser ses torts. Et ce qui la frappa par-dessus tout, ce qui allait hanter ses longues soirées solitaires à venir, c'était l'âpreté de cette confession pour lui, non pas sur le plan financier. L'autre sorte de coup, celui de l'intérieur, le prix à payer pour réviser une conviction qu'on a assénée avec morgue, obligé de s'humilier à haute voix devant celle-là même qu'on avait cherché à abattre. Elle avait passé tout son été à acquitter cette monnaie-là. Elle savait de l'intérieur ce que cela valait. « Pourquoi as-tu porté plainte ?» demanda-t-elle, sans once d'agressivité, par simple quête de vérité. Il croisa alors son regard. « Parce que j'étais persuadé que tu allais échouer, lâcha-t-il, que je convoitais cette parcelle, et que je pensais qu'un recours ralentirait la machine, sèmerait le chaos, faciliterait les choses. » Il le cracha sans fioriture, ce dont elle lui tint rigueur. C'était une vilaine action. Oui, reconnut-elle, c'était le cas. Il opina du chef. Il ressaisit la citrouille de 12 livres. Combien ? Elle lui indiqua le tarif. Il s'acquitta de la somme. Il paya les 3 plus gros calibres de l'étal, qu'elle emballa dans du papier journal avant de les glisser dans un sac en papier. Il cala le sac sous son bras, fit mine de s'éloigner, puis pivota une dernière fois. « Tu devrais mettre cet almanach en lieu sûr, lâcha-t-il. » Elle le dévisagea. « Les langues vont vite, dit-il simplement. » Et sur ces mots, il se fondit dans la foule du marché, trimballant 3 de ses citrouilles. Elle le regarda s'éclipser, traversé par un trouble sans nom. Pas vraiment du pardon, non, ni une absolution, encore moins la conclusion bien propre d'un conte en quête de fin heureuse. Quelque chose de plus tortueux, de plus intègre aussi. La lucidité peut-être, que les hommes font au mieux avec le peu de discernement qui est le leur, et que ce discernement peut s'affiner pour peu que les faits se fassent assez massifs. Et que parfois, le maximum qu'on puisse exiger, c'est et qu'ils consentent à changer d'avis quand l'évidence crève les yeux. Elle replongea dans le boulot. Arthur avait ressurgi à ses côtés au beau milieu de l'échange avec Vance, s'occupant ostensiblement de l'autre versant du comptoir, une délicatesse qu'elle apprécia grandement. Quand Vance eut disparu, Arthur revint vers elle, toisa le reliquat de stock et s'abstint de tout commentaire sur la scène. La seconde récolte dans 10 jours, s'enquit-il. 12 au grand maximum. La section ouest pousse bien. Il hocha la tête. Si tu comptes récidiver pour un autre samedi, je connais une femme qui achète en gros pour 3 tables de la vallée des Pins. Elle maraude sur le marché le mardi. Je peux te faire l'intro. Elle le fixa. Toujours pas de la charité, coupa-t-il court avant qu'elle n'ouvre la bouche. Elle cherche en permanence des produits locaux de qualité et je n'y gagne strictement rien dans l'histoire. Le marché du mardi, concéda-t-elle, j'y serai. Lorsque le marché baissa le rideau à 14 heures, elle avait vidé son étal. Absolument tout vendu. Elle se dressa derrière la table nue au milieu d'une foule qui commença à s'éparcir et fit ses comptes. Le chiffre auquel elle parvint était réel, elle l'avait recompensé par 3 fois, cohérent et suffisant. Pas de quoi pavoiser. Pas de quoi changer de vie du jour au lendemain. Pas de quoi régler définitivement chaque hypothèque à venir. Mais assez pour éponger le solde de la banque avec une marge de sécurité. Assez pour solder l'électricité et l'ardoise au magasin d'approvisionnement. Assez pour traverser l'hiver et mordre sur le printemps en gardant ses terres. Martha l'accueillit alors qu'elle stationnait là. « Terminé », questionna Martha. « Terminé », confirma Clara. Martha coula un regard attendri sur le plateau vide. « Viens te sustenter », ordonna-t-elle. « Tu es sur tes quilles depuis 6h30. J'ai emporté du pain de maïs et je refuse de le trimballer au retour. » Ils cassèrent la croûte sur une table de pique-nique en lisière du champ de foire. Clara, Martha, Arthur Callahan, qui avait sorti une thermo de café du fond de sa bétaillère, et Amos de la ferme d'Enney, qui s'enfila 3 parts de pain de maïs en silence, car à 17 ans, les conciliabules d'adultes le laissaient de marbre. Et c'était très bien ainsi. Personne ne prononça de grands discours. Personne ne se sentit obligé d'officialiser l'instant par un rite compassé. Arthur servit le café, Martha devisa sur Ridgefield, Amos mâchonna son pain, tandis que Clara humait l'air d'octobre, en sentant le poids de ces 6 derniers mois se poser sur ses épaules, non comme un épuisement, ni comme un soulagement, mais plutôt comme un port d'attache. La sensation d'avoir erré trop longtemps en mer, et d'avoir enfin jeté l'ancre, bon gré mal gré, quelque part. Elle tint son rendez-vous du 14 octobre avec Galloway. Elle cabota jusqu'à la banque de la vallée des Pins, munie de ses reçus, de son carnet et des clichés photographiques de la parcelle saisie à chaque stade. Avril, mai,
Juin, les premiers turions, les lianes étalées à pleine extension. La zone de tri jonchée de 329 citrouilles alignées au portail. Elle s'assit en face de P. Galloway, qui s'avéra un homme d'une quarantaine d'années aux faciès rigides, chaussant ses besicles pour éplucher les quittances. Elle déroula les chiffres, sobrement, par ordre chronologique. Il s'attarda sur les tickets plus longtemps qu'elle ne l'escomptait. « Vous avez liquidé tout le chargement en un seul jour », constata-t-il. « Première récolte. La seconde suivra dans 10 jours. On m'a également mis en contact avec un acheteur en gros pour 3 tables de la vallée des Pins. » Elle conserva un timbre neutre. « Je certifie que le compte sera soldé en intégralité avant la fin du mois. » Galloway reposa les reçus. Il l'inspecta de la même manière que Fletcher l'avait jaugé, ou l'inspecteur de la commission agricole, jaugeant, recalculant, modifiant l'équation mentale pour qu'elle colle aux faits bruts étalés sur son bois. « Je tiens à formuler un mot, mademoiselle Sutton. » Elle patienta. « Lorsque ce dossier m'a été réattribué, j'ai hérité de notes contextuelles qui m'ont fourvoyé sur l'avenir de ce domaine. » Il marqua une pause. « J'aurais dû fonder mon jugement sur les terres elles-mêmes plutôt que sur des ragots de tiers. » Elle comprit ce qu'il tairait par décence. Elle devina de où venaient ces fichus rapports. « J'apprécie cette franchise, » répondit-elle. Et elle le pensait avec la même candeur. « L'échéance du 15 octobre est maintenue, » conclut-il. « Et au vu de ce que vous m'avez apporté aujourd'hui, je n'anticipe aucun obstacle au règlement total. » Il retira ses lunettes. La banque souhaite pérenniser ses liens avec cette exploitation. Si vous envisagez d'aménager de nouvelles modalités au printemps, des conditions en phase avec la réalité actuelle du terrain et non plus avec sa réputation passée, je serai disposé à vous écouter. Elle rumina cette proposition. Un arrangement restructuré, de nouveaux termes adossés à ce que la terre donnait et non plus aux chimères des mauvaises langues. Je vous appellerai au printemps, lâcha-t-elle. Elle reprit la route, les vitres baissées dans la fraîcheur d'octobre, le froid mordant et vif contre ses joues, le ciel arborant ce bleu immaculé qu'il réservait à la vallée à l'approche des frimas. Lorsque les feuillages viraient et que la lumière rasante conférait à chaque détail une netteté absente des lourdes canicules estivales. Elle obliqua sur le chemin vicinal menant à sa propriété, ralentit à hauteur du portail et s'immobilisa un instant avant de s'engager. De là, on embrassait toute la parcelle. La seconde récolte tenait toujours bon sur le flanc ouest, parsemé de fruits aux teintes orangées inégales, certains luttant encore avec le vert. On distinguait la clôture qu'elle avait dressée de ses mains en avril, les piquets plantés un à un jusqu'à en avoir les mains en sang, le fil de fer tendu en 3 jours d'un labeur, tel que les conducteurs ralentissaient au passage pour l'observer en silence. On devinait où s'étendait l'angle nord-est, bien que les nuances d'humus ne se devinent plus d'ici. Elle s'engagea dans l'allée. Les 2 semaines qui suivirent furent d'un calme inédit depuis les enchères. La seconde fournée rentra, 187 citrouilles, un brin plus menu en moyenne que les précédentes, mais régulière, dotée de cette même robe orange profond, de ces contours cabossés caractéristiques d'une pousse en terre franche. Elle en refourgua 80 à Greta, la cliente des restaurants présentée par Arthur, une femme d'affaires carrée qui avait toisé la qualité, fait ses propres additions et proposait un tarif juste, ferme, sans marchandage superflu. Le reste partit au marché du mardi. Elle s'acquitta de sa dette envers la banque le 28 octobre, soit 2 quinzaines avant l'échéance de novembre qui hantait ses nuits en cas de tuile. Elle s'attarda un moment dans sa bagnole sur le parking de la banque, moteur tournant, savourant la sensation de plus porter le joug d'un passif, mais d'en être affranchie. On aurait dit qu'elle venait de déposer un fardeau si lourd qu'elle avait fini par le confondre avec sa propre charpente. Elle pensa à son père. Non pas selon le filtre qu'elle avait employé tout l'été, fait de préceptes pratiques, d'almanachs et de paumes enfoncés dans la glaise, mais sous un jour plus vaste, le prisme qu'on réserve à ceux qu'on pleure lorsque l'urgence est retombée, nous autorisant à les contempler à nouveau comme des hommes et non plus comme un manuel d'instruction à exécuter. Elle songea à la fierté qu'il aurait éprouvée. Puis elle se dit qu'il aurait été beaucoup trop pragmatique pour s'appesantir sur ce sentiment plus de quelques secondes avant de gamberger sur la saison prochaine, ce qui lui arracha un sourire dans le parking désert, un sourire tissé de deuil et de plénitude mêlée, le cocktail exact que leur union passée laissait en héritage lorsqu'elle s'autorisait à le ressentir. Elle rentra au bercail. Caleb pointa le bout de son nez la première semaine de novembre, non par obligation juridique, mais par simple droiture, fidèle à sa réputation d'homme de parole.
Il avait trimballé des plats à emporter d'un tripot de la vallée des pins, où elle n'avait jamais mis les pieds et qu'elle n'aurait pu se payer. Et ils cassèrent la croûte sur la table de la cuisine à la manière de son père et d'elle jadis, quand le labeur valait bien un répit, étalant les barquettes avec tout le loisir de bavarder sans hâte. Il l'interrogea sur la seconde levée. Elle lui livra les totaux. Il hocha le menton avec la satisfaction placide d'un juriste ayant potassé son dossier en amont et voyant sa prophétie se réaliser. Et pour les porcs, quel est le plan? S'enquit-il. Elle y songeait depuis des lustres. Le pâturage nord, annonça-t-elle. Il est en friche depuis 4 ans. J'ai observé l'évolution de l'humus par là-bas, et je crois, elle s'interrogea. Je crois qu'en les faisant pâturer en rotation dès le printemps prochain, j'aurai un terrain prêt pour les semences l'année suivante. Caleb la jaugea. C'est un plan sur 2 ans. Tout à fait. De la part de quelqu'un qui allait perdre ses terres en septembre. Elle mesura l'ampleur de la réponse. Elle s'en tint à la vérité, son refuge habituel quand la réflexion creusait assez profond. J'ai toujours eu l'intention de me battre pour les garder. Simplement, j'ignorais si j'en serais capable. Ce sont 2 choses distinctes. Il acquiesça. Il sirota son café. Derrière la vitre de la cuisine, la parcelle s'étalait nue. Les lianes déblayées, la récolte achevée, les porcelets basculaient dans le pré nord où elle les observait déjà gratter et fouir 4 années de jachère. Les 2 acres de terre amendés gisaient sous l'air de novembre, ténébreuses et apaisées, au repos comme la terre sait le faire entre 2 cycles, fidèle à sa nature, immuable. Elle y remettrait la charrue au printemps, pas pour des courges. Autre chose, une culture qui imposerait au sol une autre discipline, de quoi consolider les gains de l'été sans épuiser les réserves. Elle s'était plongée dans des traités sur les engrais verts. Elle avait recontacté le technicien de la chambre d'agriculture, ce jeune remplaçant plus enclin à s'intéresser à ses réussites qu'à pérorer sur l'impossibilité des choses. Une fois Caleb parti, elle s'offrit une marche jusqu'à la clôture de la parcelle restaurée, s'y accoudant pour un long moment. Le soleil dégringolait à cette allure fulgurante propre au début de novembre, basculant de l'ambre à l'orange avant de sombrer dans le gris-bleu d'un crépuscule glacial. Le pré-nord pointait dans son champ de vision, et elle devinait les silhouettes trapues des 33 porcs s'activant dans la friche avec cet instinct infaillible qui les avait nourris. Elle, la terre et eux, tout au long de l'été. Bessie était du lot. Elle la repérait aisément à son gabarit et à sa façon de se mouvoir, toujours la plus frêle, toujours un brin en marge du gros de la troupe, ce petit décalage qui collait à sa peau de rescapé. Une solitude discrète devenue sa marque de fabrique au sein du troupeau. Clara n'avait jamais prononcé ce nom à haute voix. Elle le murmura enfin. Bessie. Le roquet ne leva point le museau. Elle continuait de fouiller un recoin du pré-nord, suivant son pif dans la glaise comme depuis le premier jour où Clara les avait lâchés dans le enclos, se forgeant sa propre version du labeur pour lequel elle était née. Clara demeura figée contre la clôture dans la bise de novembre jusqu'à ce que les derniers rayons s'évanouissent. Puis elle regagna l'intérieur, ouvrit son carnet à une page vierge et y porta la date en haut de page, par réflexe machinal hérité de son père, un automatisme qu'elle n'avait point eu besoin de décider d'entretenir, qui s'était perpétué tout naturellement non par coquetterie ou sens du drame, mais parce qu'il était vrai et qu'une vérité tenue avec constance constituait le seul socle sur lequel elle n'avait jamais failli. Elle écrivit « Porcs au pré-nord, parcelle restaurée au repos, dette soldée, seconde année en marche ». Elle reposa la plume. Dehors, la vallée s'enveloppait de ce silence ouaté propre à novembre, dense sans être vide, cette solennité paysanne au terme d'une saison, le repos des choses qui ont accompli leur office et thésaurisent leur force en prévision de la suite. Elle savoura ce silence un instant. La terre ne bougerait pas, elle non plus. Cela suffisait amplement. Cette disposition à tenir bon, à suer, à croire que ce que tout le monde condamnait n'était pas mort, mais retenait son souffle en attendant quelqu'un capable de faire la distinction entre l'échec et la jachère. Elle éteignit la lampe. Elle gagna sa couche. Dans l'obscurité du pré-nord, 33 porcs continuaient de remuer cette terre qui attendait depuis 4 ans qu'on lui offre ce qu'elle réclamait. Et sous leurs sabots, le monde tournait tandis que sous la surface, l'œuvre lente et définitive de la résurrection s'accomplissait sans témoin, comme elle l'avait toujours fait et comme elle le ferait toujours.